Entre la crypto et les NFT, je pense que j'ai perdu environ 100 000 euros. Fais-lui faire sa nuit de 8 heures à ton mari et envoie-le charbonner pour qu'il te ramène x2 d'argent. Bien C'est sûr. pas genre fais-lui changer des couches et fais-lui faire le biberon, non. On voit sur LinkedIn, qu'est-ce que je trouve ça bullshit. C'est genre ouais, regardez, je suis super fier, là on a payé 500 000 euros de taxes, de TVA, d'URSSAF et tout, ça me rend super fier de voir que je contribue pour notre pays et tout. En fait non, t'es le putain de dindon de la farce. C'est évidemment pas la cité le problème, c'est les gens que tu mets dedans. Si tu mets des gens qui sont pas bien, qui respectent pas, ils vont te détruire ça. Tu mets des gens qui sont bien, ils vont te rendre ça génial, ils vont te faire un petit potager au milieu, ils vont vivre ensemble. La France, c'est bien quand t'es très pauvre ou pauvre et quand t'es très riche. C'est-à-dire que les mecs n'ont pas capté que jeter les poubelles devant leur porte, c'était dégueulasse. Bonjour, Fabien, comment ça va? Eh bien, écoute, ça va. On va parler de thunes, de flouze, de pépettes, de blé, d'argent, de liquide, de cash dans cet épisode. Voilà, histoire de bien tendre tout le monde ou de les faire rigoler. On va voir ça, on va échanger là-dessus. C'est un sujet qui est important, qui revient souvent. T'es à l'aise sur le sujet? Je suis très à l'aise. Oui. Je sais pas si je devrais, mais... Nous, on est un peu à l'américaine maintenant. On vit la fast life. Voilà, c'est ça. On parle argent. On vit sous les tropiques. Exactement. On n'est pas à Dubaï, mais quand même pas loin. Beaucoup de gens pensent que nous sommes nés avec une cuillère d'argent dans la bouche, que nous sommes des petits bobos, des bourgeois qui ont vécu dans l'opulence et la facilité depuis le début parce qu'ils nous voient déambuler sur Internet en parlant avec un certain faste et une certaine facilité. Or, c'est complètement faux et on va débunker cette première idée dès maintenant, Fabien. Allons-y. Es-tu né dans un contexte favorable? Alors, favorable à l'entrepreneuriat, absolument pas. J'ai grandi dans une cité. Mon père était ouvrier, il était tôlier, c'est-à-dire que sur les tôliers, sur les voitures, il refaisait les peintures. Ma mère était confectionneuse, je crois, chez Dim, la marque Dim, parce qu'à cette époque-là, il y a encore des entreprises comme ça en France. C'était à Angers. Ouais. Bon, elle s'est fait licencier, je crois, dans les années 90 ou fin des années 80. Je crois, fin des années 80. On a grandi dans une cité. En fait, tu viens vraiment de la France ouvrière, ce qu'on peut qualifier en tant que sociologue de prolétaire. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, c'est l'époque où les cités existaient pour les prolétaires et pour les immigrés. Donc en fait, c'était la cité, une petite cité à Angers. Ils sont croisés avec mes grands-parents puisqu'ils sont arrivés d'Espagne à cette période-là pour s'installer en France, chercher un avenir meilleur. Ils étaient au début en cité. Tes parents aussi ? Mes grands-parents. Tes grands-parents, parce que moi je suis d'origine espagnole. Ouais. Alors ils pissaient pas dans les cages d'escalier, ils taguaient pas les murs, et ils vendaient pas du shit. Bon, c'est un autre contexte. À notre époque non plus. Hein. Oui. En fait, à notre époque, alors nous c'était une petite cité, c'est pas une grosse cité du 93, mais ça reste quand même une cité. C'était propre. Les gens en fait entretenaient leur cage d'escalier parce qu'il y avait des gens normaux et bien qui vivaient là-dedans. Par contre, l'objectif de tout le monde, c'était de quitter la cité. Booba disait « Nulle cité n'a de barreaux ». Donc nulle cité n'a de barreaux, ce qui veut dire t'es libre d'en sortir quand tu veux, c'est pas une prison. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans leur fatalisme. Ouais, mais nous, on était en banlieue, etc. On était dans une cité, on n'a pas eu la même chance, etc. Mais la cité est une chance à l'époque. T'avais un logement quasiment gratos, t'avais des aménagements, c'était moderne. Ouais. Et nulle cité n'a de barreaux, tu peux en sortir quand tu veux si tu te bouges le cul. Ouais. Mais tu sais, les cités, par exemple, chez nous, on a un certain style de bâtiment. Tu retrouves exactement les mêmes dans l'Europe de l'Ouest. Oui. Tu vois, en Estonie ou autre. Et tu vois les trucs qui sont nickel. Donc c'est évidemment pas la cité le problème, c'est les gens que tu mets dedans. Oui. Si tu mets des gens qui sont pas bien, qui respectent pas, ils vont te détruire ça. Tu mets des gens qui sont bien, ils vont te rendre ça génial, ils vont te faire un petit potager au milieu, ils vont vivre ensemble. Bien sûr. Et à notre époque, c'était déjà ça. Sauf qu'à notre époque, l'idée c'était de quitter l'appartement pour avoir un petit pavillon. Et c'est ce que mes parents ont fait. Alors c'était pas évident de acheter. C'est pas une époque où, tu pouvais acheter quand tu étais de la classe moyenne, mais les pauvres pouvaient pas acheter. Pas les moyens d'acheter à cette époque-là. Et l'idée, c'était de déposer un dossier pour essayer d'avoir un HLM, mais un HLM qui soit mieux on va dire en banlieue, en proche banlieue, même si à Angers c'est un petit peu différent. Et on a eu un petit pavillon quand je devais avoir 15-16 ans. On est parti, mais on a grandi vraiment dans une cité. Est-ce que tu en as souffert? Est-ce que c'était difficile ou tu t'en rendais pas compte? Tu te dis c'est ma vie, c'est cool, toi. Non, j'ai absolument pas souffert. Ouais. Au contraire, c'était cool. Ouais. Moi, j'ai que des bons souvenirs de la cité avec mes potes et tout. C'est dans quelle région? C'est à Angers. À Angers, et c'est une cité qui n'existe plus aujourd'hui, qui a été rasée pour faire des maisons, pour rendre l'endroit un peu plus dynamique. Mais j'ai vu la cité évoluer négativement.
On a dû la quitter quand je vais avoir 19-20 ans. Et la cité a évolué négativement. C'est-à-dire que les gens bien partaient, les gens moins bien arrivaient. Et même si aujourd'hui la cité n'existe quasiment plus, il n'y a plus de bars, elles ont tout été rasées, l'endroit encore est gangréné par des mecs insupportables. Il y a une petite délinquance qui est toujours présente. Alors que, et le paradoxe il est là, c'est qu'ils ont fait des nouvelles maisons, des nouveaux appartements, vendu une fortune. Et les gens qui ne connaissaient pas Angers, parce qu'il y a eu une période où aussi Angers est attractif, ils se sont retrouvés à payer des appartements à des prix qu'ils ne pourront jamais revendre à ce prix-là. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a même des logements vacants parce que les gens partent, ils ne veulent plus vivre à cet endroit-là, quoi. Même cet endroit-là devient invivable. C'est incroyable. Alors que c'était beaucoup plus vivable, nous, il y a 30 ans. C'est intéressant, parce que là, on est bien habillé, on a notre petite chemise, notre petite veste, donc on peut penser qu'on a toujours été comme ça et qu'on vient d'un milieu aisé. Je trouve ça hyper intéressant, ton profil, parce que tu as été salarié très peu de temps, et tu t'es émancipé financièrement aussi, en passant par des moments plus difficiles, etc. Qu'est-ce qui t'a semé la graine? Parce que l'enfance, c'était quand même pas désagréable. Tu viens d'un milieu plus modeste alors que tes parents n'ont jamais été entrepreneurs, qu'il y avait très peu de choses qui te prédisposaient à entreprendre. Qu'est-ce qui s'est passé, Fabien? Comment est arrivée la lueur? Explique-nous. Alors déjà, j'étais à l'école, la petite école de cité. Mais déjà, je pense qu'on ne peut pas comparer le contexte d'il y a 30 ans et celui d'aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas du tout pareil. Il y avait 2 écoles dans notre cité. Il y avait une école qui était mélangée avec les pavillons d'à côté. En fait, les gens de la cité étaient mélangés avec les gens qui habitaient dans les petites maisons. Et il y avait une autre école où là, ils mettaient les cassos. Donc l'école où il y avait les cassos, c'était une petite école avec que des gosses insupportables qui faisaient que des conneries. Je crois que dans cette école, il y avait que 20 élèves, je crois. Et dans la nôtre, je sais pas, peut-être plusieurs centaines. Donc déjà, le contexte général fait que déjà ça aide à pas, être plongé vers le bas. Ensuite, mes parents, au lieu de me mettre au collège public où tous les cassos de la cité justement allaient, ils m'ont mis dans l'école d'à côté qui était un collège privé, qui n'était pas ouf non plus, mais déjà ça t'évite de rester dans un environnement qui ne t'élève pas. Ils ont réussi à financer un collège privé? Ouais, parce que je pense qu'à l'époque, ils devaient avoir des aides sociales, vu qu'ils avaient des mini-salaires, je pense qu'ils devaient être aidés, j'imagine. Et je pense que ce n'est pas très cher, entre guillemets, c'est peut-être quelques centaines d'euros l'année. Je ne pense pas que ce soit des milliers, donc ça allait. Et en fait, ça permet d'avoir un contexte social différent que ce qu'on connaît. C'est-à-dire que les gens que je rencontrais à l'école, je me disais, ils sont différents que ce que je connais à la cité. Et donc, c'est à partir de là que je me suis dit, ah ouais, en fait, ma cité, il y a ça. Et forcément, dans une cité, il y a des trucs déglingos. Enfin, la plupart des gens qui sont dans une cité, ils restent dans leur cité entre eux. Ils cherchent pas à évoluer. Il y en a qui font des conneries et tout. Même si c'était il y a 30 ans et c'était mieux qu'aujourd'hui, c'était pas non plus extraordinaire. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, il y a quelque chose d'autre qui est possible. Et après, ça a enchaîné. Autre lycée aussi, un lycée privé. Là, je me suis dit, en fait, tout est possible. Enfin, en fait, tout est possible pour moi. À l'époque, mon objectif, c'était de devenir informaticien. Donc, de travailler dans un bureau. Parce que personne de l'ensemble de ma famille, réunis les cousins, les oncles, les tantes, personne n'a jamais travaillé dans un bureau. Ouais, c'était vraiment l'usine, en fait. Ah ouais, c'était l'usine. Mon père, après, il a été balayeur dans les rues. Et après, il a fini concierge de notre maison de quartier, il était concierge. Mais personne n'avait jamais travaillé dans un bureau. Et le salaire, je sais pas, personne. Alors, c'était en francs à l'époque. Personne n'avait gagné plus de 6 500 francs, tu vois. C'était l'équivalent de 1 000 euros. Et encore, non, c'était même moins. Je sais pas, les salaires étaient à 4 5 000 francs. Ouais, donc le travail du bureau, c'était vraiment l'ascenseur social ultime pour toi et ta famille, quoi. Mon objectif, je me rappelle, je me disais, je veux gagner, quand je serai grand, je me disais, je vais me mettre un target de ouf, travailler dans un bureau et être payé 10 000 francs par mois. Ça, c'était mon truc, quoi. Ouais. Bon, quelques années plus tard. Un petit peu plus. Un peu plus, ça fait plaisir. C'est incroyable. Est-ce que tu penses que on parle souvent d'argent, il y a souvent des commentaires qu'on a des personnes en disant ouais, mais l'argent, bon, c'est bien, mais ça fait pas tout. Est-ce que ça a augmenté ton niveau de bonheur? Est-ce que l'argent fait le bonheur? C'est quoi ton avis là-dessus? Parce que tu viens d'un milieu ouvrier, tu es devenu entrepreneur. Tu es devenu libre financièrement, tu fais vivre toute ta famille avec ta femme, et donc tu as une vie beaucoup plus confortable, tu es installé à l'île Maurice aujourd'hui, tu as une aisance que tu n'avais pas auparavant. Est-ce que ça change quelque chose dans la vie?
Oui, ça change. Après, je pense que cette question, toujours, est-ce que l'argent fait le bonheur? En fait, j'ai pas tellement de réponse. J'ai envie de dire oui, évidemment, mais non, évidemment. Je crois que ça a été étudié d'ailleurs scientifiquement. Il y a un niveau, quand tu gagnes de l'argent, ça augmente ton bonheur, mais après, derrière, t'as plus de, Il ça me a plus semble d'impact. que c'est jusqu'à 6 à 7 000 euros par mois. Ton Ouais. niveau de bonheur impacté par l'argent est au maximum. Et ensuite, il n'y a plus vraiment de différence. Ouais. Mais effectivement, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que, en tout cas, si l'argent ne fait pas le bonheur, on n'est pas sûr que ça puisse le faire. En tout cas, la pauvreté, on est sûr, ne fait pas le bonheur. Ouais, ouais. Donc, Ouais. tant qu'à faire, autant avoir des thunes. Ouais. Mais d'ailleurs, souvent, les pauvres vont dire que l'argent fait le bonheur. Les très riches vont dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Et il y a le riche moyen, mais qui est pas très riche, comme nous, qui dit bah ouais, quand même, ça fait quand même un peu le bonheur. Ouais. Parce qu'on voit de là où on est parti. Et quand nous, on était au RSA, et que quand tu fais tes courses, il faut absolument tout calculer, tout regarder, parce que tu sais que tu vas être en dehors des clous, bah oui, ça te demande une énergie, ça te pompe ton énergie. Et quand tu rentres chez toi et que tu te dis putain, j'ai pas de thunes, bah, pour jouer avec tes enfants, c'est pas pareil. Tu Mais vois. c'est horrible. Ouais. Mais quand tu fais tes courses, tu dois regarder chacune des étiquettes. Moi, je me souviens, quand on faisait les courses avec mon père, tu voulais un paquet de Chocapic, non, tu vas prendre le truc, la marque repère. Ouais, c'est ça. J'en veux pas un putain de marque repère dans avec mon petit déjeuner. Personne n'en veut. Personne veut du Nutello. Tu vois, on veut du Nutella. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc moi, ça m'a saoulé. Alors je viens pas d'un milieu comme toi, qui est ouvrier. Mes parents étaient commerçants. Alors je suis quand même. Mes grands-parents étaient. Donc mon grand-père espagnol était mineur. Ma grand-mère allait élever des poules en Espagne, dans les Asturies, qui est la région la plus pauvre d'Espagne. Donc on vient quand même d'un milieu assez modeste. Et du côté de mon père, mon grand-père était salarié, mais il n'était pas non plus d'un poste extraordinaire. Il a commencé balayeur aussi. Tiens, il y a un point commun. Ah ouais. Ouais. Et après, il est devenu manager. Bon, c'était classe moyenne. Hein, ils habitaient à Brunois dans une tour aussi. Et ma grand-mère n'a jamais travaillé côté paternel. Et donc, par contre, moi, j'ai toujours été marqué par mes parents qui ont une carrière d'entrepreneur. Ils ont travaillé dans le prêt-à-porter. Ils travaillaient d'abord pour quelqu'un. Ensuite, ils ont créé des boutiques à la grande époque des années 80-90, ouais. où on pouvait vendre beaucoup de vêtements, c'était le fast, le cash, etc. D'ailleurs, il me racontait une anecdote quand ma mère est venue nous voir récemment, c'est que il me disait qu'à l'époque, ils avaient du mal à fermer leur tiroir caisse parce que ça débordait de billets. Il fallait qu'ils forcent. L'époque de l'abondance des années 80-90. Ils ont fait faillite. Ah ouais. Après. Et comment 3 fois. Comment c'est arrivé ça? Il y a les gens n'allaient plus dans les centres-villes, ils allaient dans les centres commerciaux. C'était l'avènement des grands centres commerciaux. Tout le monde a été attiré dans ces espèces de méga centres où il y avait tout au même endroit. Les centres-villes ont été délaissés et ça a littéralement absorbé cette économie pour la redistribuer en dehors des grandes villes, enfin en dehors des villes. Au bord de l'autoroute, quoi. Ouais, du coup, les centres-villes ont morflé. Et exactement, les centres-villes ont morflé, les petits commerces ont commencé à disparaître, les multimarques, aujourd'hui, il y en a quasiment plus, plus. Même aujourd'hui, on est arrivé à une époque où même les marques comme Burton, Gosport, Pimki, Jennifer, qui avaient pris le relais à cette époque-là, c'est eux qui ont explosé. Ouais. On a eu les petits commerçants qui se sont fait détruire par ces grandes marques de centres commerciaux, qui eux-mêmes sont en train de se faire éclater par les marques créées en Chine ou qui ont su surfer sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, etc. Donc on a eu là 3 cycles énormes. Moi j'étais choqué quand j'étais plus grand. C'est la première fois que j'ai ressenti de l'anxiété vis-à-vis de l'argent et de la réussite, parce que j'ai eu une enfance qui était quand même assez confort. Ni trop, ni pas assez. J'étais à l'école publique au départ, puis après j'ai été au collège privé catholique, là où mes parents avaient quand même amassé un petit peu d'argent pour nous offrir ça. Mais sinon après j'ai eu une vie de classe moyenne, puis après ça a été difficile parce qu'ils ont fait faillite, ils ont dû se refaire, créer un restaurant en empruntant de l'argent à la famille, etc. C'était difficile et j'ai vécu un peu dans l'anxiété de pas réussir. Ouais. Parce que j'ai vu mes parents passer, on était à un niveau de vie quand même qui était assez confortable, à tout perdre. Ouais. Pour remonter et galérer. J'ai vu mes parents anxieux, j'ai vu mes parents, surtout ma mère, pleurer, douter, et je me suis dit, putain, on va finir à la rue, en fait. Vraiment. J'ai vraiment eu peur. Et là, ça a implanté dans ma tête un sas de sécurité qui est jamais dans ta vie, tu dois te retrouver dans une situation d'urgence. Et je me suis jamais retrouvé en situation d'urgence. J'ai jamais été à découvert sur mes comptes professionnels. Jamais. Ouais. J'ai jamais emprunté de l'argent professionnellement ni personnellement. Là, j'achète en France un terrain, je l'achète comptant. En fait, t'as pas d'emprunt à la banque? Non.
T'en as jamais eu? Alors, le seul que j'ai eu, c'était quand j'ai acheté la voiture là, à l'île Maurice. On a acheté la BM en 2020, Oui, mais j'ai mis 50% en cash quand même. Ouais. Je voulais pas 100% de crédit. Ouais. Il y a un truc dans ma tête qui fait que. Donc, on a une petite, je crois que c'est 800 €, je crois, par mois pour payer ça. Mais j'ai une aversion à vivre à crédit. J'ai des amis qui sont dans l'immobilier, dont un ami particulièrement ici qui a quasiment entre 8 et 9 millions d'euros d'encours à la banque. Ah ouais. Donc, il a un très gros patrimoine Ouais. qui est en partie détenu par la banque. Ouais. Et rien que cette idée-là m'angoisse profondément. Ah ouais? Ouais. Ouais. Et ça crée ça. Donc, aujourd'hui, pour répondre à la propre question, je pense qu'effectivement, pour le commun des mortels qui a réussi à augmenter et à upgrader sa vie, je pense que l'argent amène un certain niveau de bonheur, de sécurité et de tranquillité au quotidien, parce que tu n'as plus besoin de te poser des questions à chaque fois que tu vas acheter des chocs à pic ou du Nutello. Et tu peux aussi accéder à plein de trucs. Tu vois, une fois on déconnait il y a quelques jours, je commence à perdre mes cheveux, je dis bon, est-ce que je vais aller d'en mettre ou pas? C'est pas une question financière. Ma seule question, c'est comme moi, je suis flippé des hôpitaux. C'est la seule chose qui me retient. Ouais. Sinon, je peux mettre un billet de 3 000 ou 5 000 si je veux pour aller me foutre des cheveux. La suite au prochain épisode. Si t'arrives, le mec il étouffe de ouf. C'est Alexandre, bah oui. Oui. Donc voilà, je pense que vraiment l'argent est une composante hyper importante. Il faut en avoir, il faut être à l'aise avec cette idée-là. Mais je pense qu'il faut arrêter aussi de mitonner sur le réseau ou ailleurs en disant mais non, l'argent, jamais si en fait. Mais si. Parce que même si demain, on a installé l'île Maurice, si demain il faut me rapatrier d'urgence, même si je paye la CFE, la mutuelle, etc., et il faut avancer, imaginons des frais. Une rapatriation d'urgence en hélicoptère, je sais pas, ça coûte, 10 000, 15 000, 20 000 €, on peut les sortir. Parce qu'on a un petit sas, un sas de sécurité. Ouais. Et si t'as pas ça, tu fais quoi? Ouais. Donc, tu es obligé de rester en France sous assistance des aides de l'État tout le temps, etc. Ouais, c'est ça. Donc, mais de toute façon, c'est évident que l'argent, c'est une énergie qui est indispensable. Oui. Et c'est quoi? En fait, c'est pas. Le truc, c'est que les gens le voient de façon négative, parce que vu qu'ils savent qu'ils ne pourront pas en avoir plus, c'est-à-dire que quand tu es salarié, tu es au SMIC, que tu ne te sors pas les doigts, que tu cherches pas à devenir meilleur, à te former, donc tu n'as pas d'autres opportunités devant toi. Donc c'est beaucoup plus facile pour ton cerveau de te raconter l'histoire que non, l'argent, en final, c'est pas si bien que ça. Par contre, c'est eux qui sont branchés au loto, à jouer tous les vendredis, à mettre 2 € à l'euro million. Ils vont regarder toutes les émissions télé de luxe, vend appartement de luxe, machin. Mais c'est les pauvres, en fait, qui regardent ça. C'est vrai. En fait, les pauvres ont peur de l'argent, ils ne veulent pas d'argent, mais ils sont tellement omnibulés par l'argent que c'est eux qui consomment tous les contenus liés à l'argent. C'est vrai. C'est ouf. C'est incroyable. Ma mère m'a traumatisé avec 2 trucs dans ma vie. C'est que, elle arrêtait pas de dire, non mais là, la conjoncture, ça fait pendant 20 ans, chaque année, elle m'a saoulé avec l'histoire de la conjoncture. Non mais là, faut qu'on fasse attention, la conjoncture, c'est compliqué et tout. Et elle grattait son euro-million, pareil, tous les jours, tu vois. Je dis, mais putain, mais je comprends pas comment à la fois tu peux avoir un restaurant, avoir un business, travailler, etc., parler de conjoncture, gratter un euro-million. Il y a vraiment un truc, tu vois, qui fait que c'est-à-dire qu'en quelque part, elle espère d'être sauvée par un truc extérieur, alors que c'est des bosseurs de dingue. Ils ont bossé toute leur vie. J'ai, à un moment donné, été élevé par mes grands-parents, tellement je ne voyais pas mes parents. Ah ouais, tellement qu'ils bossaient. Ouais. Mes grands-parents, ils habitaient chez nous, c'est eux qui m'élevaient et tout. Je les voyais pas. C'est ouf. Donc, et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est important pour moi d'avoir mes enfants proches de moi. Ouais. La façon dont on travaille aujourd'hui, puisqu'on a le business en ligne, donc les bureaux sont dans notre maison, donc dès que je prends une pause café, je fais un bisou à mes enfants quand ils sont là, quand ils reviennent de l'école, etc. Et ça aussi, c'est pareil pour vous. Ouais, justement. Vous avez fait l'école à la maison, etc. Ouais. Et si je parle des enfants, c'est pas par hasard, Fabien, j'ai une question de poser. L'enchaînement, Ah bah tout de suite. Je travaille à la télé, moi, monsieur, à la média, ça me connaît. Hein. Comment tu éduques tes enfants par rapport à la question de l'argent? Moi, j'étais éduqué dans le manque. Clairement. Dans le manque? Ouais, bah oui, j'étais éduqué dans le manque. C'est-à-dire? Mes parents ont fait faillite plusieurs fois, 3 fois. Donc, je les ai vus avoir du mal à fermer la caisse enregistreuse parce que ça déborde de billets. Ensuite, ne plus en avoir à tel point qu'il fallait tout vendre et petite info, on a vendu notre maison à un de mes meilleurs amis. Quand t'es gosse et que tu vois ton meilleur ami acheter ta maison et toi, tu vas dans un appart de 40 mètres carrés à 5 sans dessous. C'est dur. C'est dur. Ouais. Franchement, c'est dur. Et je crois que ça m'a marqué très longtemps, tu vois. Et je me suis senti déclassé à vitesse grand V. Et je pense que là aussi, ça a planté des graines, tu vois. En disant, en fait, la vie, ça peut être un peu cruel quand même. Parce que c'est ma chambre, ça. Non, c'est la chambre de ton meilleur ami maintenant. C'est ouf. Ok. Et du coup, comment t'éduques tes enfants face à ça? Alors, déjà, moi, j'étais éduqué
où on a peu d'argent, mais l'argent n'a quasiment jamais été un problème. Alors, c'est un bien grand mot, mais ma mère est tellement une bonne gestionnaire qu'aujourd'hui, ils ont quasiment travaillé toute leur vie au SMIC, tu vois, un peu plus. Ils ont une maison qu'ils ont réussi, je crois qu'ils l'ont achetée entièrement. Ils ont une belle voiture et ils ont de l'argent de côté. En gagnant peut-être aller à max 2500 € par mois pendant toute leur vie, tu vois. C'est impressionnant. Il y a un niveau de gestion qui est excellent. Niveau de gestion est excellent. Et c'est même ma mère qui prête de l'argent à des personnes de notre entourage qui gagnent plus que elle, mais qui ne savent absolument pas gérer leur pognon. Donc en fait, ils viennent voir ma mère qui est le banquier, quoi. Et ma mère, elle leur prête de l'argent et tout. Elle sait à qui elle prête et tout, avec 2500 € par mois. Mon père, il a jamais géré ça. C'est lui qui allait bosser. C'est ma mère qui gère. On est quasiment toujours partis en vacances. Je pense que peut-être une fois ou deux où on n'a pas pu partir. Tu partais où? On partait sur la côte atlantique et en Espagne aussi. Donc on allait en voiture en Espagne, toujours au camping évidemment, c'est ce qui est le moins cher. On manquait de rien sur place. C'est-à-dire qu'on pouvait aller... alors on n'avait pas forcément un restaurant, je pense. Parce qu'on n'était pas une famille qui allait au restaurant, parce que ma mère elle trouve ça trop cher, le restaurant. Ouais, le restaurant, c'est pas un truc de prolo. Non. C'est trop cher en fait. D'un coup, tu vas te lâcher des 50 balles ou des 100 balles. Non. Ça rentre pas dans le budget. Non, par contre, on pouvait aller prendre une glace si on voulait. Toi, de temps en temps, on avait le droit à notre glace. McDo, pas McDo? On avait dû le faire une fois, je crois, mais non, c'est très rare. Incroyable. Non, ça rentrait pas. Mais en fait, ma mère, elle n'avait pas dépensé genre autant d'argent. cornichon sur l'autoroute. Ouais, c'est ça. Pain de mie. Ouais, pain de mie, exactement. Ouais. Pain de mie dans le papier en alu là, avec du jambon. Jambon. Et le dessert, c'est avec du Nutella. Et dessert. Non, il y avait, c'était Nutello. Enfin, c'était les marques repères. Non, nous, il n'y a jamais eu une seule marque chez nous. Mais quand je dis jamais, c'est jamais. Les Kellogg's, mais non, on n'avait pas. This is for the Americans. Ouais, non, on n'avait pas ça. On n'avait que les. Déjà, quand j'arrivais à en avoir, lui demander, c'était extrêmement rare. Ouais. Et pour nous faire plaisir, on avait le droit à une boîte de Kellogg's déclassée, tu vois. Quand tu les croques, c'est déjà tout mou, quoi. C'est un fin de stock, là. Bon, allez-y. Mais tu vois, à côté de ça, j'ai toujours eu une console. T'avais quoi à Noël? À Noël, console de jeu. Ah ouais. Donc on a tout eu, Nintendo, Super Nintendo. Je crois que ça vit la meilleure, ça s'arrêtait là. Super NES, c'était la meilleure. Ouais, Super NES, ouais. Et puis on avait plein de jeux. Là, on avait vraiment on avait vraiment l'essentiel. Tu vois, l'essentiel pour vivre bien. Ouais. Et même plus. Et même quand j'étais au collège, vu que malheureusement dans certaines écoles, t'as pas d'uniforme, comme nos enfants ont, et c'est sur le paraître, donc il fallait avoir des marques. Et moi, j'avais pas de marque avant, je commençais à M2. T'avais des Kappa. Ouais, des Fila. Parce que les premiers, ils avaient des Reebok et des Nike. Oui, c'est vrai. T'avais des Kappa et des Fila. Ouais. Bon. Ouais. C'était pas au top, quoi. Non, j'avais le droit. Je me rappelle, en 6e, on avait été dans un magasin acheter une panoplie Nike et tout. C'était au top, la survêt, le jogging, les chaussures, la petite virgule. Exactement. Ou alors Adidas avec les bandes sur le côté. Moi, j'avais ça. Enfin, moi, je portais pas ça, évidemment. Mes parents étaient dans le prêt-à-porter avant. Jamais de la vie m'aurait envoyé en survêt à l'école. Jamais. Ouais. Ils m'envoyaient en chemise à l'école. Ah ouais. Chemise. Ah bien. Ah oui, c'était propre. Ouais. Jamais à m'aurait envoyé en survêt. Elle aurait fait un malaise, je pense. Ah ouais, carrément. Ah oui. Inenvisageable. Ah non, nous, je pense qu'il n'y avait même pas de chemise dans ma garde-robe. Ah ouais, c'est ça. J'ai dû batailler pour m'acheter des Nike exactement par rapport à la pression sociale de mes potes qui avaient tous des Nike, des Adidas et tout. Et en plus, elle a pas voulu m'acheter, tu sais, les Air Max ou les trucs, je sais plus c'était quoi à l'époque. Non, c'était les requins. Dégueulasse. Elle m'a dit jamais de la vie. Je t'offrirai des requins. Faut dire que les requins, c'est vraiment les choses soit de dealers, soit de hipsters. Mais jamais jamais du bon type de personne. Plus de dealers. Plus de dealers que d'hipsters. C'est vrai que c'est dégueulasse, les requins. Et donc j'avais un truc, une paire de Nike pour jouer au tennis. Donc forcément mes potes quand ils m'ont vu débarquer avec ça, ils ont dit mais c'est quoi cette merde. Donc c'est marrant. C'était ouf. T'as vu les nouveaux uniformes qu'ils veulent tester en France? J'ai pas vu les uniformes qui ressemblaient. Ouais. Ils sont comment? Non genrés. Ah, non genrés. Bah ouais. Ah ouais. Triste. Il y a pas de jupe? Non, pas de jupe. Pantalon pour tous. Pour toutes, on sait plus. Ouais. Toutes. Putain, c'est ouf. Ouais. Il y a quand même un petit liseré bleu, blanc, rouge derrière le polo qui est pas mal, mais le polo est dans un bleu peu fier de ses origines. Ah ouais. Peu fier de la France, je trouve. Le pantalon, somme toute un peu gris, pas très fun. Voilà.
Tu vois, par exemple, ma fille, donc nos enfants, ils ont un uniforme. La tienne est en jupe jean, je crois, c'est ça. Ouais. Et nous, Lila, la petite, elle est en. C'est pas une jupe, c'est un short. Et devant, c'est comme un tablier de jupe. Oui. Donc je trouve que c'est un bon équilibre si vous voulez pas faire une lutte contre la jupe. Enfin, c'est pas vraiment une jupe, c'est un short avec un rabat. Style jupe, mais derrière c'est un short. Je trouve ça malin. Ça c'est bien. Faire le taf. Mais même nous, à l'école où ils vont, ils ne font plus de jupe. Tu peux plus acheter de jupe en uniforme. Pour les filles. Ouais. T'achètes quoi? Un short. Ok, ça a changé. Ouais. En fait, je sais pas si c'est une volonté de leur part, ou peut-être que justement il y a de moins en moins de gens qui achètent des jupes parce que c'est des valeurs qui se perdent, qui fait que ils le font plus. Okay. Et nous, Constance, qui veut tout le temps être en jupe, elle est dégoûtée. On peut le faire. Parce que dans l'école où on est, enfin où sont les petits, toutes les filles de n'importe quel âge sont en jupe et même jupe. Du coup, quand elles grandissent, c'est une vraie jupe, c'est pas derrière le short. Et c'est pas prêt de changer, je pense. Mais toi, c'est valeurs plus anglaises. Anglaises, exactement. Et je trouve leur uniforme très sympa. Ouais. Et donc j'ai vu l'uniforme test. Pour moi, il est vraiment à la hauteur de notre politique aujourd'hui. Oui, une politique sans risque. Exactement. Ouais. Neutre, sans risque, non genré, peu fier, faut pas déborder. Et du coup, ça ressemble à rien. C'est comme une civilisation qui s'auto-efface et qui disparaît dans l'anonymat le plus total. Le manque de grandeur, le manque de coq. Il est où le coq français, bordel? Mais c'est comme ça qu'a disparu l'Empire romain. Oui. Avec le temps, ça s'est délité. Plus de valeur de. En fait, on sait même pas trop quand l'Empire romain en fait n'existe plus. Tellement c'est devenu indifférent. Alors on sait avec Byzance quand c'est tombé dans 400 et quelques, mais l'Empire romain d'Occident, tu vois, en fait plus de valeur romaine, ça a disparu. Et nous c'est pareil parce que quand ils font leur uniforme, les mecs, le seul truc qu'ils pensent, c'est pas est-ce que ça va mettre en avant les valeurs de la France, c'est attention qu'on ne se fasse pas déglinguer sur les réseaux sociaux parce qu'on a fait ça ou ça. Donc ils ont dû passer des heures et des heures, des mois à bosser le sujet. Ils ont dû payer une fortune. Des agences. Ils ont dû tester auprès d'un panel. Jusqu'il y en a un qui a dû dire oui, mais ça là, le bleu, blanc, rouge, vous êtes sûr parce que tu vois. Et donc là ils ont dit non, quand même, il faut faire attention. Mais non, c'est sûr qu'ils ont, c'est sûr. Parce que même ce petit liseré de bleu, blanc, rouge, il s'excuse presque dans le polo. On peut le voir là. Je te conseille d'aller le chercher pendant qu'on. On le mettra peut-être à l'écran. On le mettra à l'écran. Et ça manque d'envergure. Hein. Ça manque de fierté, tout ça. Voilà à quoi va ressembler l'uniforme scolaire concocté par l'exécutif. Ah oui, c'est récent. Oui, ça vient de sortir. Et du coup, comme ça manque de parti pris, comme ça manque de fierté, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? C'est moche. Bah oui, c'est moche. C'est aussi moche que neutre. Alors, c'est juste en dessin, moi, je l'ai pas en vrai. Oui, mais il y a quand même les couleurs. En fait... c'est gris, c'est... le pantalon, il est gris. Ouais, c'est ça. Pantalon gris, c'est un pull bleu. Voilà. Mais tu vois, un bleu, c'est pas un bleu roi, quoi. Non. C'est pas un bleu monarchique. Mais en fait, qui va payer ça? C'est offert. Ah ouais, les parents n'auront rien à débourser d'un montant de 200 €. Ce trousseau sera financé pour moitié par les collectivités et l'État. Ok, les parents, ils n'ont même pas à payer en plus. Et ça, je pense que c'est dommage. Parce que nous, les uniformes, on les paye pas très cher pour les écoles de nos enfants. Et je pense qu'il est important de responsabiliser tout le monde. Exactement. C'est-à-dire que les parents, mais juste symbolique, c'est 5 € s'il faut. Mais quand même, 5 €, tu vas sur Shine, t'as des trucs, ils achètent, tout le monde achète sur Shine. Tous des trucs de merde où tu peux avoir un pull pour 5 balles. Vous faites payer tout le monde les uniformes à 5 €. Tu expliques à tes enfants que tu as quand même payé, que à la fois l'État a payé, la France a payé, donc t'es gentil, tu vas pas te rouler par terre toute la journée avec, ou en tout cas tu vas pas revenir trouver comme un clochard, tu vas prendre soin de tes affaires que t'offrent l'État et tes parents, tu vois, je pense un juste équilibre des forces. Mais non, aujourd'hui, on veut tellement froisser personne que non seulement c'est dégueulasse, mais en plus, ne t'inquiète pas, Jean-Kévin ou Jean-Kévinette, tu peux faire ce que tu veux avec, de toute façon. Nous sommes au pays où tout est possible et rien en même temps, c'est gratuit. Et voilà, et continue comme ça, tout va bien. Et surtout, ne sois pas offensé. J'espère que ça t'offense pas dans ta façon d'être et dans ton sexe et dans tout ce que tu veux. Et on arrive à une merde pareille. Et d'ailleurs, le pire, c'est que, tu me posais la question, comment je fais pour éduquer mes enfants avec l'argent? On s'est éloigné. En fait, offrir ça aux gens, c'est vraiment les laisser dans une mentalité de pauvre. C'est-à-dire que tu ne finances rien, donc ça t'est donné.
tu ne peux pas comprendre ce que c'est que la valeur des choses. Et moi, mes enfants, je leur explique que l'argent est extrêmement important. D'ailleurs, ils sont totalement libres avec ça. Constance, des fois, elle me dit « Quand est-ce que tu me donnes tout ton argent ?» Pour rigoler, voilà, 6 ans. Donc, sans le côté féminin qui a besoin d'argent pour la sécurité. Les gars, eux, ils sont plus... Alors, moins depuis qu'ils vont à l'école, paradoxalement. Hein. Ah. Ouais, beaucoup moins depuis 4 mois. Ils ont changé. Hein. L'école les change quand même. Tu vois, quand ils ont voulu commencer à créer des vidéos, parce qu'ils ont une chaîne YouTube, enfin, ils ont un compte Instagram qui s'appelle Arthur et Gaspard. Ils ont fait des vidéos et dans l'idée, ils se sont dit peut-être qu'on pourrait gagner de l'argent parce qu'ils savent que sur YouTube, il y en a qui gagnent de l'argent. Ouais. Donc, ils ne le font pas pour gagner de l'argent, ils le font pour s'amuser. Mais si à la fin, il y a de l'argent, tu vois, on prend. Et si on peut gratter un billet, on va pas s'en priver. Voilà, évidemment. Quand on a quitté donc notre maison pour venir ici, il a fallu vendre pas mal de choses à la maison. Et c'est eux qui ont géré sur Vinted. Ils ont pris eux-mêmes les photos. Ils ont fait leur annonce, ils ont écrit, et le deal, c'était qu'en fait que tout le monde se partage les gains. Ils ont vendu leur jeu, leur jouet. Arthur, forcément, il avait 10 ans, donc il avait plus de facilité que Constance, 5 ans, pour faire des annonces. Et je crois qu'ils se sont fait tous 100 € chacun, mais il a fallu qu'ils bossent qu'ils bossent entre guillemets pour avoir ces 100 €. C'est pas nous qui avons vendu à leur place et qui leur avons dit tiens, avec vos jouets, vous avez eu 100 €. Ils ont gagné 100 €. Constance, la plus petite, qui n'a pas forcément tout bien compris, elle a tout cramé en 2-2. Je pense que Arthur, lui, doit lui rester peut-être 90 € sur les 100. Ah ouais. Ouais, il a. En même temps, lui, on l'a éduqué avec et c'est lié aussi quand il était petit, sur l'alimentation, vu qu'on faisait très attention à ce qu'il mangeait. Quand il mangeait un truc de déglingo, on lui dit attends, mange pas tout, garde-en un petit peu pour plus tard, parce que tu sais que tu vas pas en avoir tout le temps. Bon, après, la vie a fait que ça a changé, qu'il y a eu les grands-parents, commencent à donner des conneries, tout ça. Bon, bref. Et lui, il a gardé ce truc-là. En fait, c'est un écureuil. Donc, comment on les éduque par rapport à l'argent ? L'argent n'est absolument pas tabou. Et l'objectif, il est d'en avoir le plus possible. Okay. Mais en le gagnant de façon naturelle et normale. Tu vois, il n'y a pas de tabou, on ne vole personne. Et on leur explique que si tu veux gagner de l'argent, pour gagner beaucoup d'argent, tu dois aider beaucoup de personnes. Oui. Il va pas se lancer dans un business d'escroquerie à la taxe carbone. Non, pas de truc, non, c'est ça, pas de truc obscur. Pas d'agence OnlyFans. Pas d'agence, non plus. On en reparlera ça. On en parlera dans un prochain épisode. Ouais, exactement. Et toi, comment tu fais ? Eh ben écoute, nous, je crois qu'ils nous ont observés parce qu'ils me parlent tout le temps de thunes. Noah, depuis très longtemps, il veut lancer Zugatti. C'est ce que c'est Zugatti ? C'est oui, je crois savoir. Ouais, c'est une marque de voiture. Parce qu'en fait, il m'a dit papa, c'est quoi la marque de voiture la plus chère ? Je lui dis c'est Bugatti. Il me fait ok, moi je vais créer une marque de voiture. Ça va pas être Bugatti, ça va être Zugatti. Parce qu'il faut créer quelque chose de nouveau quand même. Et ça va être la marque de voiture la plus chère. Il m'a dit, comme ça, si je vends une Zugatti, je peux m'acheter une Porsche, je peux m'acheter une BM, je peux m'acheter une Bugatti. T'as vu, c'est vachement bien. Tu vends une Zugatti plus chère et t'achètes plein d'autres trucs que tu kiffes. Je lui ai dit, c'est bien mon fils. Et par contre, il voit qu'on charbonne les deux, nous voit travailler. Mais une fois, je lisais un livre de Alex Hormozy, qui est un marketeur américain qui est brillant, je vous recommande la lecture. Et en fait, c'est un billet sur la couverture du livre. Bon, c'est les Américains, c'est direct. Ouais. Et il vient me voir, il me dit papa, qu'est-ce que tu fais ? Je dis je suis en train de lire un livre. Il me fait c'est un livre pour apprendre à gagner de l'argent, ça ? Je dis oui. Il me fait c'est intéressant et tout. T'en lis beaucoup comme ça ? J'en lis souvent parce que ça me permet après d'implémenter les stratégies, de tester les trucs. Et puis ça, ouais, c'est bien ça, c'est bien. Il m'a dit c'est un livre pour apprendre à gagner de l'argent. Fort. Ouais. Il est fort. Ouais. Mais tu sais, je pense que tous les enfants, c'est pas nos enfants en particulier, c'est tous les enfants comprennent très tôt que en fait l'argent est extrêmement important. Oui. Tu vois, parce que forcément quand on va dans un magasin, maman tu veux m'acheter ça ? Ah non c'est trop cher. Ton cerveau normal il se dit putain c'est trop cher. Bon quel est le meilleur moyen pour que ce soit plus trop cher ? C'est d'avoir plus d'argent. C'est ça. Logique. Tu vois. Et les parents ils interviennent et ils leur disent non mais attends l'argent c'est pas si bien que ça tu vois parce que tu sais il y a des gens qui gagnent de l'argent mais c'est un peu des escrocs et tout. Donc en fait ça se joue pas en une ou deux phrases. Ça se joue vraiment dans un contexte général où les parents, l'argent va être tabou. Et donc, en fait, les enfants, en grandissant, développent ce truc que l'argent est un problème, tu vois, que je ne pourrais pas en avoir plus, ou pour en avoir plus, il faut que je fasse des trucs un peu déglingos. Et nous, nos enfants, en fait, ils se sont rendus compte que c'était bien. Et nous, on est là en train de leur dire, ouais, c'est vachement bien. Donc, c'est cool.
je conditionne de manière consciente mes enfants à la relation de l'argent. Et j'essaie de faire le plus attention possible parce que j'ai toujours été frustré par la relation que mes parents ont à l'argent, qui était vraiment basée sur le manque, la souffrance, la douleur et le travail excessif. Il nous faut quand même beaucoup bosser, donc j'ai pas besoin d'en rajouter là-dessus. Il faut tempérer. Mais mon fils m'a demandé plusieurs fois, papa, qu'est-ce qui est le plus important dans la vie, l'argent ou l'amour? Parce qu'il parle de ça avec ses petits copains et tout ça. Parce qu'il a un copain, ses parents sont en train de divorcer, et donc il voit que l'amour est mis à mal, et les parents offrent des jouets et essaient de combler ça avec des sorties, etc. Donc il y a un mélange des genres. Et je lui dis, l'amour et ta famille est plus important que tout, vraiment. Ta sœur, ton papa, ta maman, toi, ça c'est vraiment ta mamie, ton papy, c'est ce qui est le plus important que tout, parce que l'argent on peut le gagner, on peut le reperdre, on peut le regagner, etc. Mais l'argent est important, parce que si tu veux vivre de tes rêves, si tu veux créer une Zugatti, si tu veux les maisons qu'on a, dans lesquelles on vit, si tu veux voyager, etc., il faut de l'argent. Et il y a deux façons d'avoir de l'argent. J'ai dit, soit tu es salarié, tu travailles pour un patron et tu vas avoir un salaire, mais tu vas vite être limité, ou soit tu crées une entreprise. Tu es entrepreneur et là c'est toi qui décides, tu prends les risques, etc. Et donc il a choisi d'être entrepreneur. Ça, il a choisi. Ouais. Bon. Bah oui, de toute façon il veut créer une Zugatti, donc il pourra pas le faire en travaillant chez Renault à 3000 balles par mois. De toute façon c'est un peu le sujet sur lequel on échange parfois, mais oui. Moi quand nos enfants nous voient faire au quotidien et ils nous voient travailler parfois beaucoup, des fois beaucoup moins, mais je veux aussi leur décorréler la croyance qu'il faut travailler dur, très très fort pour gagner de l'argent. Oui, évidemment, si tu travailles plus, tu travailles fort, tu es extrêmement discipliné, oui, tu vas gagner plus d'argent. Mais tu peux avoir un niveau de vie très confortable en travaillant très intelligemment. C'est là où j'ai du mal. C'est-à-dire que j'ai pas encore réussi à trouver l'équilibre de vie là-dessus. Je crois que je suis un peu un trop gros taffeur. Ouais. Je suis un peu addict au travail. Et j'ai du mal, et je pense que ça c'est vraiment l'héritage de mes parents où je les ai vus charbonner comme des malades. À la restauration, tu te lèves à 8h du mat, tu te couches, il est 2-3 heures du mat, t'as pas de vie. Ouais. Mon grand frère, mon petit frère sont en cuisine, ils ont récupéré le restaurant, c'est des bosseurs de ouf, tout le monde bosse comme des malades, et j'ai vraiment du mal à me défaire de ça. Et c'est vrai que j'inculque, je pense, inconsciemment et inconsciemment, mes enfants, le fait qu'il faille travailler dur et longtemps. Et j'espère pouvoir faire un effort et travailler là-dessus pour leur dire, mais non, mais il existe aussi des façons où on n'est pas obligé de travailler non plus tout le temps aussi fort. Quoi. Ouais. Donc ça, j'avoue que c'est un work in progress, comme disent les Américains. J'ai pas encore réglé cette histoire. Ah bah c'est pas évident, hein. C'est ancré en nous, hein. Oui. C'est ancré depuis qu'on est enfant. Complètement, c'est un conditionnement. Moi, j'ai jamais vu mon père entre guillemets charbonner en mode. Si, il travaillait, tu vois, il allait vraiment au travail. Et même quand il était même concierge parce qu'il allait à la retraite, il était concierge à la maison de quartier. Il bossait largement plus que ses heures, mais il était dans un travail qu'il aimait. Et où il ne se tuait pas la tâche entre guillemets. Il faisait un boulot que en fait personne ne voulait faire, c'est gérer les jeunes du quartier. Tu vois. Ouais. Personne ne veut le faire parce qu'ils sont éclatés les gens. Et vu que lui en fait il a plus de 60 ans, mais il a passé 60 ans dans le quartier. Il est né dans le quartier, donc forcément il connaît tout le monde. Il connaît aussi les façons de parler des gens. Donc je pense que maintenant qu'il est en retraite, ça devait être. C'était pas un boulot dur, tu vois, physiquement, mais moralement. Je pense qu'en fait c'était extrêmement difficile. Mais je l'ai jamais vu dans ma tête, tu vois, charbonner en mode vas-y, on travaille tout le temps parce qu'il faut qu'on ramène de l'argent. De toute façon, tu es salarié, tu es capé, tu touches toujours la même chose. Et donc, moi, je me suis toujours dit que, en fait, il fallait mieux travailler intelligemment, entre guillemets. C'est-à-dire pas plus travailler, mais travailler mieux pour gagner plus. Exact. C'est une belle leçon pour cette partie. J'aimerais maintenant foutre la merde à un niveau supérieur. On a parlé ça. Ça nous plaît. On a parlé d'argent, maintenant on va parler d'argent dans le couple. Comment ça se passe dans votre couple, la gestion de l'argent? Est-ce que c'est source de disputes, de pression, de tension, ou au contraire c'est assez harmonieux? Comment ça se passe, mon cher Fabien? Alors nous, on est ensemble depuis qu'on doit avoir 19 ou 20 ans. On s'est rencontrés à l'école, on a travaillé en même temps, en plus dans la même entreprise. Et tout de suite... Moi, je me suis dit, on va faire comme nos parents, enfin comme mes parents, conjoints. Okay. Et alors qu'on était ensemble depuis peut-être 1 an, quoi. Mais moi, j'ai toujours vu mes parents où en fait, il n'y a pas de compte chacun. Tout le monde les deux ont un compte et c'est l'unique compte, tu vois. Et les livrets, ils appartiennent à tout le monde. Donc, on a fait ça très tôt. Et je me rappelle d'une petite anecdote. Je pense que ma femme Amélie elle l'a plus maintenant, mais plus jeune, elle avait des problèmes de regard sur l'argent
qui est liée aussi à l'environnement familial. C'est-à-dire qu'il y a une peur de ne pas en avoir alors qu'ils en ont. Tu vois, c'est-à-dire que c'est vraiment décorrélé. Tu as des gens qui ont de l'argent, mais qui arrivent à se raconter l'histoire qu'ils n'en ont pas, ou qu'ils n'en ont pas assez, ou qu'ils ne s'autorisent pas à vivre des choses parce que c'est trop cher. Tu as plein d'argent sur ton compte. Et je connais même des personnes qui ont de l'argent, beaucoup, tout est relatif, mais qui ont de l'argent, qui pourraient faire pas mal de choses, et qui continuent à dire, moi, il est hors de question que je finisse le plus riche du cimetière. mais tu fais tout pour. T'es déjà le plus riche du cimetière. T'es déjà le plus riche, tu vas finir le plus riche, tu vois. C'est-à-dire que c'est assez, il y a quelque chose qui est dans leur tête. Et Amélie a eu un petit peu ça. Et je me rappelle d'un jour, j'avais fait un tournoi de foot, et du coup, on a un compte joint, et je crois que je prends un truc comme 20 euros. 20 euros pour pouvoir boire un coup et tout. Et vu que j'allais avec mes petits frères et mon cousin, tu vois, je dis, du coup, je pourrais leur payer un truc. Puis elle me dit, attends, mais comment ça coûte un coca, ça coûte 2 euros. Donc en fait, t'as pas besoin de 20 euros, t'as besoin de 10 euros maximum, tu vois. Tu sais, je fais, non, mais c'est bon, arrête de me saouler, je prends 20 euros si je veux prendre 20 euros. Et voilà, elle était jeune, elle devait avoir 20 ans. Et là, elle envoie un message au conseiller de la banque pour couper le compte joint. Et donc, on est reparti à ce moment-là avec tous les deux un compte perso, quoi. Incroyable, l'anecdote de dingue. Ouais. Et puis après, c'est revenu à la normale. Parce que, de toute façon, moi, je ne conçois pas, dans un couple, dans une petite famille, que chacun ait son truc de son côté. Oui. Je pense que quand tu décides de te marier avec une personne, de fonder ta vie de famille avec, et peu importe s'il y en a un qui bosse plus que l'autre, tu vois, qui ramène plus d'argent, parce qu'il y a une réalité dans beaucoup de couples, peut-être avant et même encore un petit peu aujourd'hui, c'est que c'est la femme qui reste à la maison, qui garde les enfants, l'homme qui va travailler, donc qui ramène l'argent, et puis le jour où ils se séparent, en fait, comment ça se passe pour la femme ? Parce que oui, certes, c'est peut-être ta carrière, tu as peut-être bossé, tu as gagné de l'argent, mais la femme, elle, si elle n'a pas travaillé, elle se retrouve à 50 ans, peut-être avec un petit salaire, et elle n'a plus le train de vie qu'elle pouvait avoir avant. Et ça, c'est quelque chose que je ne conçois pas. À partir du moment où tu as décidé d'être avec quelqu'un, si tu te sépares, déjà c'est de ta faute. Donc il fallait mieux réfléchir avec qui tu te mettais. C'est que tu n'as pas sûrement pas mis assez de choses en place pour rester avec la personne. Donc quoi qu'il arrive, même si tu gagnes plus, tu es redevable. Oui. Donc nous, on a un compte pour tout le monde. Et ça a parfois été un peu conflictuel, mais maintenant ça va. Ok. Mais du coup, c'est un petit peu conservateur, réactionnaire ce discours. Parce qu'en fait, vous, ça marche parce que vous êtes entrepreneur à votre compte maintenant, oui. Donc vous êtes à la fois dans la maison et à la fois économiquement, vous générez tous les deux de l'argent. Mais comment ça se passe pour les femmes qui sont salariées ? C'est quoi ton avis là-dessus, du coup, si les deux sont salariés, un homme qui est salarié, une femme qui est salariée ? Du coup, c'est plus les mêmes règles du jeu. Est-ce qu'on est Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans un monde qui change, un monde moderne, donc moi, je n'ai pas de conseils à donner à ces gens-là. Ils font bien ce qu'ils veulent. Parce qu'on va nous les avoir dans les commentaires. Oui, t'es gentil, Fabien, mais moi, ça fait longtemps que j'ai quitté le foyer et les gosses. J'ai une grande carrière, etc., etc. Donc. Ouais, mais déjà, les carrières pour les femmes, ça les rend malheureuses. Ça fait 10 ans qu'on accompagne des mamans. Ça fait 10 ans que mon avatar business, ce sont des mamans. Je commence quand même un petit peu à connaître le sujet. C'est un peu sulfureux ce que tu nous dis. Ouais, c'est très sulfureux, parce que c'est la vérité, quoi. C'est le réel. C'est dangereux. Attention. Aujourd'hui, le réel et la vérité sont sulfureux. C'est ouf. Ouais. C'est ouf. Enfin, j'en ai parlé plein de fois dans mon podcast No Filter. Les femmes qui n'ont pas d'enfants sont prêtes à travailler et à charbonner. Oui, elles ont et d'ailleurs, l'écart de salaire à ce moment-là, dans la vie d'un jeune homme et d'une jeune femme, est très faible. Et il existe. Pourquoi il existe ? Puisqu'en fait, l'employeur se dit que, merde, si j'emploie une femme de 25 ans qui tombe enceinte, potentiellement, elle va partir plusieurs mois. Donc, ça joue forcément dans cet écart salarial. Alors, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Ce n'est pas le sujet. C'est la loi du marché, c'est la loi de la normalité. Et pour répondre souvent à cette question d'écart de salaire hommes et femmes, il est évident que le marché, un entrepreneur, cherchera toujours à payer moins cher pour avoir la même chose. Donc, s'il paye moins cher, c'est qu'il n'a pas la même chose. Si une femme, c'est moins cher, tout le monde emploiera avec des femmes, évidemment. Donc, c'est beaucoup plus complexe que de dire « il y a un écart de salaire, c'est n'importe quoi, l'égalité et tout ». C'est beaucoup plus complexe que ça. Et une fois que la femme devient maman, son cerveau, il est omnibulé par son bébé.
C'est-à-dire qu'avant, c'était le dossier, je sais pas, Michel, le client Michel. Non mais qu'est-ce qu'elle en a à foutre du client Michel alors qu'elle a son sein là, qui est blindé de lait, qui est en train d'exploser. Le seul truc qu'elle pense, c'est est-ce que quand elle l'a déposé ce matin à la crèche, ça s'est bien passé parce que cette nuit il a toussé, tu vois. Là du coup, il faut qu'elle aille tirer son lait parce qu'elle va avoir un engorgement. Et là, il y a Michel qui va me casser les couilles pour négocier 5% sur le truc. De toute façon, moi, je suis persuadé que le salariat est le plus grand ennemi de la femme. Évidemment. Si tu veux être, je pense que la meilleure façon qu'une femme devienne accomplie et heureuse à la fois personnellement et professionnellement, c'est qu'elle soit à son compte. Oui. En gérant ses horaires, en choisissant ses clients, en tant que prestataire, etc. Et pas Jean-Michel qui va lui casser les couilles avec ses horaires de ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut pas faire. Et en plus, qui l'oblige à mettre ses enfants très très tôt à la crèche et à être séparés dès le plus jeune âge de leurs enfants. C'est quand même une sacrée dinguerie à faire avaler. Mais aujourd'hui, c'est largement accepté. Alors que tu as des pays quand même, notamment nordiques, où tu as l'allaitement qui est pratiqué à 80-90%. Alors qu'en France, c'est le plus bas, je crois, taux de toute... Je sais plus, j'avais les chiffres quand je suivais ça à une époque avec Famille Épanouie, mais c'est extrêmement bas. J'ai vu par hasard une vidéo hier sur YouTube d'une femme entrepreneuse qui faisait vraiment une question-réponse sur est-ce que c'est compatible d'avoir une carrière avec des enfants, etc. Et en fait, elle prenait de manière presque cliché le contraire en disant mais non, au contraire, le fait d'avoir des enfants c'est un booster de carrière, machin, etc. Non, c'est des conneries. Il faut arrêter ces conneries. Je veux dire que tu peux tout à fait accepter l'idée que quand tu as des enfants au départ, déjà moi je vois en tant que père, c'était hyper dur. En tant que femme, c'est 3 fois, 4 fois plus dur. Entre être enceinte, accoucher, postpartum, allaiter et la relation que la femme a avec l'enfant qui est plus forte que le père dans les premiers mois de la vie, c'est quand même un putain de sacré remue-ménage. Tu vas pas me faire avaler que c'est un booster de carrière. Non. Qu'est-ce que c'est que ce discours de merde? Tu prends une pause de temps qu'il faut. Le mari c'est pas là où il doit faire des biberons, c'est là où il doit bouger son cul pour ramener des thunes et pour mettre sa femme dans le confort. Arrêtez de nous casser les couilles. Il faut se lever. Non. Fais-lui faire sa nuit de 8 heures à ton mari et envoie-le charbonner pour qu'il te ramène x2 d'argent. Non, mais c'est ça le vrai sujet. C'est pas genre fais-lui changer les couches et fais-lui faire le biberon. Non, c'est des conneries, ça va rien changer. Ça va te sauver 10 minutes dans ta journée. On s'en fout. J'en ai changé plein des couches, mais c'est pas un vrai sujet. Le vrai sujet, c'est fais-le charbonner et fais en sorte qu'il te mette très très bien, qu'il t'amène des aides, du confort, tout ce que tu veux, tout ce dont tu as besoin. Et puis après, quand il est un peu plus grand, effectivement, le père doit s'en occuper plus, etc. Et je pense qu'il y a vraiment ce stade-là où après, entre 6 mois, 1 an, où là, le père peut plus prendre sa place plus facilement. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure solution qu'être entrepreneur à ce moment-là. Et je ne parle pas être entrepreneur, avoir des boutiques, des magasins physiques, mais peut-être être freelance ou faire des missions que tu gères vraiment quand tu veux et qui te permettent d'avoir une pause quand on a besoin, quoi. Alors c'est très intéressant ce que tu dis parce que quand mon fils est né, il y a 11 ans, j'ai vraiment voulu prendre mon rôle de père très au sérieux. Et j'ai eu tendance à me comporter un peu comme une deuxième maman, ce qui fait que j'étais toujours en train de voir ce dont il avait besoin. Alors, c'est OK, parce que c'est la première fois. Et alors, je changeais, je crois, on alternait chacun pour les couches. Un coup, c'était Amélie qui changeait les couches, un coup, c'était moi, pour un peu ce côté égalitaire, tu vois, sans être non plus dans le délire, on est à égalité et tout ça, parce que remonter à 2012, on n'a pas tous les trucs qui sont arrivés aujourd'hui, hein. Mais il y avait cette volonté quand même et cet accord de dire que c'est vrai que les hommes, de par nos pères et de générations précédentes, n'aidaient pas beaucoup à la maison. Et moi, vu que ma mère à la maison faisait absolument tout, j'ai pas du tout une image du père qui participe. Donc il allait bosser, il faisait son truc, il assurait la sécurité du foyer, mais il intervenait peu à la maison. Et je me suis dit quand même, il faut que j'ai un rôle un petit peu différent. Et bon, c'était le premier, c'était assez difficile. Mais pour le troisième, donc pour Constance, qui est née 5 ans après, j'ai eu pour moi un rôle beaucoup plus père, ce qui fait que je me levais pas la nuit pour aller chercher le bébé, pour le donner à ma femme pour qu'elle puisse l'allaiter. Ça, s'il y a bien un conseil débile qu'on donne souvent pour aider la maman, c'est le conjoint qui se lève, qui va prendre le bébé pour l'amener à la maman pour que la maman puisse allaiter. Ne faites pas ça. C'est ridicule. En fait, tu perds de l'énergie, de la ressource dans ton foyer quand tu fais ça. Exactement. Parce que tu crèves les deux, alors que l'autre peut prendre le relais quand il a bien dormi ou dormi plus que l'autre.
Donc en fait, du coup, c'est con de faire ça. En fait, c'est extrêmement con parce que déjà, le papa n'est pas réglé sur le même rythme du sommeil que le bébé. Faut savoir que quand le bébé est petit et qu'il dort près de sa maman, parce que dans la nature et dans la normalité des choses, le bébé doit dormir avec la maman. Aujourd'hui, on nous explique que c'est dangereux, que c'est pas bien, qu'on va le tuer, que ça va en faire un enfant roi et tout. Que c'est d'extrême droite. Ouais, exactement. Que c'est des trucs, ça n'a aucun sens. C'est complotiste même. Oui. En fait, c'est des activités aujourd'hui qui sont, non, quoique il y a quand même, je dis ça, je sais plus comment c'est devenu aujourd'hui, mais à notre époque, quand on avait notre blog Famille épanouie, j'en avais écrit un article là-dessus qui débunkait justement le côté dangereux de ce truc-là, parce que si tu vas à la maternité, jamais ils te feront dormir avec le bébé dans ton lit, c'est pas possible, parce que les lits sont trop hauts. Alors on peut comprendre, tu vois, le bébé il tombe, donc peut-être que c'est l'environnement qui est pas adapté aux besoins réels de la maman et du bébé. Et quand le bébé dort avec sa maman, évidemment il est allaité. Parce que donner du biberon, c'est pas normal et c'est pas naturel. Il n'y a pas de biberon comme ça, il n'y a pas du lait comme ça qu'on puisse donner naturellement à un enfant. On ne peut pas remplacer du lait maternel par un lait d'un autre mammifère. Le lait de vache qu'on donne pour les bébés, c'est du lait qui est enrichi en vitamines et en minéraux. Donc l'allaitement est la normalité. C'est la norme, c'est naturel. Et donc la maman se réveille la nuit, quand le bébé se réveille, elle le prend, elle le met au sein, elle lui donne le sein, elle se rendort. Voilà. Et si le bébé il bouge, la maman elle est connectée. Évidemment, elle n'est pas en train de dormir et s'affaler, elle ne va pas lui rouler dessus. Sauf si elle boit de l'alcool. Donc attention à l'alcool quand on allaite, non pas parce que l'alcool va passer dans le lait, ça aussi c'est une grande croyance, c'est extrêmement minime. Ouais, c'est peu. Mais c'est proche de... alors on pourra toujours dire oui, mais par précaution. Oui, si vous voulez, par précaution. Mais ce sujet, je l'ai vraiment étudié, c'est extrêmement minime. Après, tu ne peux pas te murger la gueule non plus. Si. Tu peux ? Mais bien sûr. En fait, tu as le même taux dans le sang que dans le lait. Okay. Donc, j'ai plus les chiffres. Si tu as le même taux dans le sang que dans le lait, c'est pas bon. Non, tu n'as rien dans le sang. En fait, tu prends le poids au gramme, c'est 0,0, je sais pas combien. Okay. Donc, un panaché, c'est 10 fois plus que ce que tu as dans le lait. Bon, en tout cas, c'est mieux de ne pas être éclaté dans le lit comme ça. Parce que évidemment. Une grosse soirée. Il faut éviter de boire de l'alcool quand on allaite, évidemment. Mais en tout cas, il ne faut pas se dire « Ah non, j'ai bu un verre, je ne vais pas allaiter mon enfant, tu vois, assis comme ça. » Non, ça c'est totalement OK. Et donc, cette idée, en fait, que le père doit aider, qu'il doit se lever la nuit pour aller chercher l'enfant, ça n'a aucun sens parce que ça le fatigue lui. Et s'il se réveille plusieurs fois par nuit, le lendemain, il n'est pas en grande forme pour justement gérer son foyer. Et donc, nous, pour Constance en 3e, on a vraiment adopté ce fonctionnement. Et en fait, moi, mon rôle, il était de faire en sorte que Amélie puisse être dans les meilleures dispositions pour s'occuper du bébé. Ouais. Donc, ça veut dire parfois, gérer la cuisine, faire un peu la vaisselle, s'occuper des grands pour qu'elle puisse aller dormir et tout. Il y a un moment, il y a un rôle où il faut vraiment laisser l'espace à la maman pour qu'elle puisse s'occuper du bébé. Ouais. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de changer les couches, évidemment. Mais ça fait partie du package global de la maman et du bébé, et surtout quand le bébé est tout petit. Ouais. C'est-à-dire quand il est nourrisson, le papa est important, mais la maman, c'est le centre d'intérêt unique du nourrisson. Et moi, il y a un truc qui me rendait fou d'ailleurs, c'est quand la famille venait, et tout le monde veut porter le bébé, tu vois. Ça, c'est un truc, Amélie les laissait faire parce que pour éviter des conflits de famille, mais il n'y aurait que moi, c'est terrible. Mais non, personne n'y touche. Pour y toucher quand il aura 3 mois. Ouais, c'est ça, je suis assez d'accord avec toi. Avant 3 mois, on n'a pas assez changé un nourrisson. Il faut qu'il reste connecté avec sa maman et tout. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur la posture du père sur les premiers mois de vie, après la première expérience qu'on a eue avec Noah et ensuite avec Lila. Même si Lila, je la prenais un peu la nuit parce que Emma était vraiment fatiguée. Comme on sortait de 3 ans avec Nono, on enchaîne. Ouais. Donc je la prenais parce que j'arrivais à la calmer. Ouais. Et j'ai toujours une relation très fusionnelle avec ma fille. Ouais. Et depuis qu'elle est toute petite, effectivement, ça me gênait pas. Quand je jouais avec Emma, elle n'en pouvait plus de la calmer. Ça me prenait littéralement 10 minutes avant de la rendormir. Ah, c'est bien ça. Ouais, j'ai toujours réussi à le faire. Ouais. Je la prenais, je tanguais un peu et bam. Ouais. Alors qu'avec Noah, impossible. Ouais. Impossible. Il n'y a que sa mère. C'est assez rare que le papa arrive. Et je sais pas, depuis le début, on a eu ce truc-là. Alors voilà, j'ai fait un peu ça, certaines nuits. Mais ça me faisait plaisir pour le coup. Je sais pas, j'ai toujours eu cette mais ça fait partie du rôle. Oui, bien sûr. Mais avec Noah, moi, parce que je sentais que c'était galère, que j'arrivais pas. Emma beaucoup plus.
Et je suis vraiment d'accord avec toi avec la posture du père qui en fait est là pour bien encadrer l'environnement, l'optimiser, faciliter le travail pour sa femme la journée après quand effectivement elle a une nuit dégueulasse. Donc effectivement que la maison soit propre, bien gérée, de chercher des courses, de faire à manger s'il faut quand on en a besoin, de lui apporter un truc si elle se met dans le lit et tout. Mais pour ça il faut que le père ait une meilleure nuit que la mère, sinon c'est un désastre à tout. Et puis là tu commences à t'engueuler et puis c'est mort, ça marche pas quoi. Ouais. Mais il faut accepter cette idée-là, alors que c'est pas une idée moderne aujourd'hui. Non, non, parce que en fait l'idée moderne c'est de tout faire égalité. C'est ça. Sauf qu'en fait à égalité ça marche pas, ça n'a aucun sens. Il faut que les deux soient dans leur zone où ils sont bons. Exactement. Et c'est comme ça que le foyer vit mieux. Parce que si tu as un père éclaté qui doit gérer à égalité comme la maman, tu vois, mais lui il va aussi au taf. Et c'est ça. Tu vois. Donc au taf, s'il est salarié, ça peut passer parce que de toute façon quoi qu'il arrive, ça changera rien. Mais dans une vie normale de l'humanité, les gens en fait n'étaient pas salariés. On a déjà parlé, mais ça a vraiment une centaine d'années le salariat. Tu dois être performant, tu vois. Si tu dois aller traire soit tes vaches, tu es agriculteur, tu dois gérer tout l'extérieur. Si tu es éclaté de la nuit, tu peux pas. Tu peux pas. Complètement. Je vais passer du coq à l'âne. Par rapport en plus l'agriculteur, pas mal. Pour la question suivante, qui a pas de rapport, mais c'est important dans le sujet de l'argent. On a beaucoup de discours, mais c'est un rapport avec les discours modernes aujourd'hui sur la richesse, la répartition des richesses. Nous sommes tous les deux partis vivre à l'étranger parce qu'on ne trouvait plus notre compte dans le système français. Toi, c'est plus récemment, moi, c'est un petit moment maintenant. On est à l'île Maurice parce que, en tout cas, moi, c'est mon interprétation. Après, tu me diras, le contrat, le pacte social, le contrat social n'était plus respecté. Donc on donnait beaucoup pour recevoir de moins en moins et surtout se faire cracher à la gueule. Donc on s'est dit ok, on s'en va. Puis il y avait plein d'autres raisons. Ce qui nous amène à nous poser la question suivante: est-ce que les riches sont trop riches, on devrait les faire payer plus? Est-ce que les entrepreneurs comme toi et moi, on ne paye pas assez d'argent? Il y a des gens qui souffrent. J'ai vu dans un commentaire d'un de nos podcasts. Ah non, sur ma chaîne. Il y en a un qui m'a dit sur ma vidéo sur YouTube: je trouve ça honteux qu'ils se pavanent dans des hôtels de luxe le week-end quand le petit peuple mauricien souffre. Ouais. Et je me suis dit, toi, t'es un sacré petit communiste, parce que s'il fallait s'arrêter de vivre parce que quelqu'un souffre sur cette planète, je pense qu'on n'est pas près d'aller à Disneyland. Ouais. Et donc, et lui le premier. Ah, c'est évidemment. Donc du coup, lui, c'est donné autorisation, mais pas moi. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Je vais te raconter une petite anecdote. La Réunion est l'île d'à côté. Et on a quand même pas mal voyagé dans le monde. Avec Amélie, nous on a fait pas mal de continents, et évidemment qu'en Europe, les pauvres sont extrêmement privilégiés. Ils sont très très privilégiés, ils vivent très bien. Et d'ailleurs, on le voit bien, même quand je parle de mes parents, on était pauvres, mais pourtant on jouait à la console, alors qu'on avait les salaires les plus bas en fait du pays. Donc évidemment qu'on est très privilégiés. Les pauvres, quand tu vas aux Philippines, au Vietnam, ils n'ont pas de console, tu vois. Ils vivent dans une insalubrité incroyable, qui est liée aussi à leur manque de développement et manque d'éducation. Parce que, en fait, il y a une réalité, c'est que ton manque d'éducation fait aussi ton compte en banque. Alors c'est dur de dire ça, mais c'est juste la réalité. Plus tu es éduqué, plus tu as de l'argent. Tu vois. Si ce n'était pas vrai, pourquoi on encourage les enfants à aller à l'école jusqu'à Bac+5? Tout le monde veut que les enfants aillent à Bac+5, donc ils sont plus éduqués pour gagner plus d'argent. Donc c'est bien que plus tu es éduqué, plus tu gagnes de l'argent. Donc moins tu es éduqué, aux Philippines, il y a des gens qui vivent dans leurs déchets. C'est-à-dire que les mecs n'ont pas capté que jeter les poubelles devant leur porte, c'était dégueulasse. Tu vois. Ici, il y a un problème avec, pareil, les déchets dans la nature. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a un côté où un peuple mauricien très fier à raison du pays, les drapeaux, etc. Et il y a une autre partie, peut-être moins éduquée, peut-être plus pauvre, qui va aller laisser des déchets sur la plage quand ils font un barbecue ou dans la forêt. Tu vois. Ouais. Et encore à Maurice, ça va. Ça va. Moi, alors, il y a des endroits, en effet, où des fois ils jettent des trucs dans la nature. C'est sale, mais comparé vraiment à d'autres pays que j'ai pu faire, tu prends le Mexique, mais le Mexique, c'est infernal. Ouais. Infernal. Et moi, j'avais été choqué parce que j'ai vu plusieurs fois, prenant la route ici à Maurice, des gens jeter par la fenêtre de leur voiture, des déchets. Moi, ça me rend dingo. Parce qu'en fait, ça coûte pas plus cher et ça ne demande pas plus d'efforts d'aller juste attendre une poubelle ou de la mettre chez toi. Enfin, je veux dire, vraiment, pour le coup, il y a très peu de différence. Donc, c'est vraiment il y a un manque. Il y a un manque d'éducation. C'est qu'en fait, enfant, à l'école,
on leur a pas montré que ça c'était crade. Il y a une case où il n'y a pas la lumière, c'est pas connecté. C'est ça. Sur ce sujet-là. Alors je parle pas des Mauriciens, je parle de tout le monde en général. En règle générale. Ouais. Et qu'est-ce que je veux raconter sur mon anecdote, moi? En Philippines, on vit mal quand on est pauvre. Oui. En France, quand on est pauvre, on vit bien parce qu'on a un petit HLM. C'est que à chaque fois que je voyage et je vois des pauvres, les pauvres, par contre, ils bossent. Tu vois, ils sont pas en train de rien branler. Et ils sont moins touchés, évidemment, par l'alcool. Tu vois. Et quand j'étais à La Réunion pour la première fois il y a quelques années, c'est la France, des aides sociales. C'est la première fois où j'ai vu des gens, en fait, pauvres, de rien foutre de leur journée et passer leur temps à boire des bières. Tu vois. Ils vivent dans des petites cases en tôle. C'est dégueulasse. Donc, comme tu vois partout dans le monde, tu vois, lié aussi à un manque d'éducation. Mais au lieu d'aller bosser, vu qu'on leur donne de l'argent gratuitement, sans rien en échange, en fait, ils n'ont rien à faire. Pourquoi aller bosser alors qu'en fait, on me donne de l'argent? Et ils dépensaient leur argent dans l'alcool, ou dans des trucs futiles. Et je n'avais jamais vu ça ailleurs dans le monde, et je pense que ça n'existe pas ailleurs. Ouais. En fait, en France, on a réussi à créer une espèce d'expérience à échelle humaine qui n'a jamais été reproduite par aucun pays. Et oui, et qui n'existe pas par l'état de nature. Oui. Donc on a créé un truc complètement superficiel où on crée ce genre de dinguerie avec des gens complètement stupides qui en plus dilapident l'effort et le travail des autres. C'est ça. Exactement. C'est quand même pas mal. Ouais. L'idée de base est intéressante. Oui. L'idée de base, c'est en fait aider les gens qui en ont besoin. Mais, ok, super. Qui est contre ça? Personne. On est tous pour ça. Par contre, faut qu'il y ait un échange. Parce que si tu aides les gens sans rien en retour, les gens y prennent. Bien sûr. Et pourquoi leur reprocher? Si tu utilises des gens qui ne sont pas suffisamment éduqués, les gens n'ont pas la conception de comprendre que, en fait, normalement, c'est de l'échange. Là, on leur donne. Pour eux, c'est un acquis. C'est à eux, en fait. C'est leur droit. Moi, j'ai le droit au RSA. Moi, j'ai un troisième enfant, j'ai le droit à l'allocation, je sais pas quoi. C'est mon droit. Oui, parce que moi, je suis exploité par les grands riches de cette planète. C'est ça. Tu vois, c'est Bernard Arnault qui m'exploite. Ouais, exactement. C'est Elon Musk qui m'exploite. Et donc, c'est normal qu'on me paye pour ça, quand même. Je suis spoilé, tout ça. Oui, c'est comme l'égalité. L'égalité, c'est une idée intéressante. Mais c'est comme si, tu avais un parterre de personnes, tu disais, qui veut être riche, avoir une vie confortable? Moi! Tu sais, il y a un mème là-dessus. Et qui veut commencer à bosser dès ce matin? Bon, attends, on va réfléchir. Évidemment. On n'est pas tous égaux face à l'effort. Et au travail, et vraiment pas en fait. Il y a cette culture de dire que les riches ont été riches parce qu'ils ont hérité, parce qu'ils ont créé une fortune, etc. La plupart des milliardaires de cette planète et des multimillionnaires le sont par le fruit de leur travail et de la création d'entreprises. Tu parles des millionnaires ou milliardaires? Alors les deux. J'ai regardé les femmes. Alors excusez-moi, c'est pas moi qui suis misogyne, c'est la réalité. Les femmes, elles le sont par héritage, soit des parents, soit par divorce, comme l'ex-femme de Jeff Bezos. Et pour les hommes, c'est l'entrepreneuriat. Ou alors vraiment ils ont transformé un truc en un empire par eux-mêmes. Bernard Arnault, il n'était pas milliardaire de naissance, il est devenu parce que son père avait des affaires qui étaient loin d'être ce qu'elles sont aujourd'hui. Il en a fait, il a créé un empire de zéro. Elon Musk, il a créé son empire, même s'il est de bonne famille, il a créé comme de zéro ces entreprises qui n'existaient pas quand il est né. On a beaucoup de gens qui sont entrepreneurs, la métallurgie, les métaux, les industries lourdes, tout ça des créations d'entreprises. Il y a un peu de famille, mais la moitié c'est par l'entrepreneuriat, au moins. J'avais regardé les millionnaires en France, je crois que c'est la moitié, je crois que c'est 50-50, 50 par héritage, 50 sont devenus par eux-mêmes. Et il y a malheureusement une croyance qui est véhiculée par énormément de gauchistes primaires, qui est que en fait, la méritocratie n'existe pas. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, de par l'endroit où tu es né, de par l'histoire que tu as eue, ce qui est vrai en partie, en fait, ton histoire est déjà est dans le marbre. Alors, si tu le prends comme ça, oui, évidemment, si tu as grandi dans une cité, tu as beaucoup plus de chances de finir dans une cité. C'est évident. Et vu que, selon eux, de toute façon, on est riche parce que cette famille, donc nous, ça sert à rien de se bouger le cul. De toute façon, on n'y arrivera pas. Et il n'y a jamais eu autant d'opportunités qu'à notre époque de devenir de plus en plus riche. Bien sûr. Je suis à peu près persuadé qu'en ayant grandi dans une cité, si j'avais grandi dans une cité dans les années 50-60, je n'aurais pas pu avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Parce qu'avec Internet, cette nouveauté, c'est-à-dire que tu as un échange d'informations, et ce qui bloque malheureusement les gens, c'est l'information. Et c'est leur croyance.
Et s'ils ne sortent pas du cocon et de l'environnement où ils sont, en fait, ils gardent leurs idées entre eux. Et s'ils sont convaincus du fait que de toute façon, même que si tu taffes beaucoup et que tu donnes les moyens, tu ne seras pas récompensé, en fait, c'est ancré comme une vérité. Et ils ne se bougent pas les fesses. Et quand tu sors de ton environnement et tu vois d'autres personnes, d'autres entrepreneurs qui bossent, qui charbonnent et qui arrivent, tu dis mais moi aussi, si je bosse et je charbonne, peut-être que je vais y arriver. Et vu que le monde est bien fait, l'entrepreneuriat est bien fait, en fait, l'entrepreneuriat, tu es obligé de comprendre le besoin des gens, tu es obligé de comprendre c'est quoi leur problème et de leur trouver une solution. Et si tu arrives à faire ça, que tu sois dans une cité ou que ton père soit milliardaire, ça ne change strictement rien. Après, tu auras des facilités, évidemment, mais généralement, c'est lié à ton réseau. C'est ton réseau, en fait, qui te permet de t'élever vers le haut. Oui, parce que je remarque que ceux qui demandent toujours plus de taxes ou de taxer plus les riches sont ceux qui n'entreprennent pas. Et parmi les riches qui demandent à être plus taxés, j'avais vu un article récemment dans les journaux où tu avais cette millionnaire veut se faire taxer plus. En fait, tu découvres que cette millionnaire qui a hérité, en fait, elle n'est pas du tout à l'origine des fruits de son travail, etc. Et donc forcément, quand tu sais pas quel est le prix à payer pour l'avoir, tu es plus apte à le donner, puisque de toute façon, là, je sais plus, avoir 50-60 piges, tu as vécu dans l'opulence pendant 60 ans, tu peux te permettre d'être un peu gauchiste sur la fin en prouvant ton supplément d'âme. J'ai vu, là, il y a une héritière, je crois je sais pas en Espagne, je sais plus dans quel pays, elle a touché 20 ou 30 millions d'héritage, elle en veut pas, donc elle veut le donner, elle veut bien dilapider son argent, donc elle a fait appel à un panel de personnes qu'elle paye pendant, je crois, 6 mois, ils sont rémunérés tous les mois pour bien gérer comment elle va mettre ses 20 millions. Je dis, mais en fait, tes 20 millions, place-les, déjà, tu vois, et paye des impôts dessus. Et sur le long terme, tu vas beaucoup plus aider en faisant ça que d'essayer de le donner à droite, à gauche. Créer une aventure humanitaire, si tu veux, créer des choses, des écoles, des trucs, rends-le utile. Ah oui, c'est ça. Parce qu'en fait, si tu donnes de l'argent à des pauvres, ils ne peuvent pas le faire fructifier. Alors, c'est bien, évidemment, il faut un minimum. Mais si les gens n'ont pas l'éducation financière pour justement faire fructifier cet argent, en fait, l'argent ne travaille pas. Il me semble que c'est à peu près la moitié des gagnants du loto finissent par perdre l'argent qu'ils ont gagné par manque d'éducation financière et parce que justement ils n'ont pas été entrepreneurs, ils n'ont pas géré de l'argent, etc. Pareil pour les joueurs de NBA. Il y a beaucoup de joueurs de NBA qui finissent ruinés parce que en fait ils vivent dans le fast dans les grandes années, ils dilapident énormément, mauvais placement, mauvais choix, etc. Et ils finissent pauvres. Donc c'est quand même assez intéressant de voir que l'argent n'est que le reflet de l'éducation, l'auto-éducation, l'expérience, l'effort, etc. Ouais, c'est fou. En fait, si tu sais pas comment gérer, que t'es pauvre à l'origine, te donner plus d'argent ne changera absolument rien. Ouais. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a une limite vraie sur il faut taxer plus les riches pour redonner plus aux pauvres. Demain, si tu doubles les aides aux Français, par exemple, en fait, je pense que leur niveau de vie ne changera rien. Tu auras toujours des pauvres qui seront endettés, même si tu leur donnes 2 fois plus, ils seront 2 fois plus endettés. Et ça, c'est une vérité qui n'est pas bonne à dire, mais qui est le reflet de la réalité. Ouais. Donner plus ne changera pas le problème. Et il y a quelque chose que les gens aussi doivent bien comprendre, c'est que aujourd'hui, les pauvres vivent bien. Alors, attention, il y a du poil qui va s'hérisser. C'est scandaleux ce que tu dis, Fabien. Les gens, en fait, qui n'ont jamais voyagé ne savent pas comment ça se passe ailleurs. Oui. Tu vois, ils comprennent pas que les pauvres dans les autres pays n'ont pas du tout leur même niveau de vie. Tu vois, ils n'ont pas de télé, quoi. Tu vois, ils peuvent avoir un téléphone, mais ils n'ont pas un super téléphone. Ils ont un truc de merde. Tu vois, les gens ne comprennent pas. Alors, les pauvres d'aujourd'hui en France sont plus pauvres que les pauvres d'il y a 30 ou 40 ans. Mais ça devient une logique, c'est une logique économique, on est dans un cycle. À partir du moment où tu produis moins, un pays comme la France qui produit beaucoup moins, forcément le pays s'appauvrit. Et quand, à l'ère d'Internet et de la mondialisation, quand tu taxes autant les riches et que les riches ont la possibilité de partir, à ton avis, qu'est-ce que tu vas faire ? Est-ce que tu vas rester dans ton pays où qui te coûte très très cher et que tu as de moins en moins la santé, que tu n'as plus la sécurité, que l'école, parce que l'école française, on en parle, il y a eu encore un classement PISA, là, je crois, de mathématiques ou je sais pas, on est 40e ou 50e. C'est fou. Mais attends, tu mets ton enfant à l'école, il va être, sur 250 pays, il va être 50e. En France, Putain, pour la 6e ou 7e puissance mondiale. C'est chaud. Mais allô la Terre. Ouais. C'est assez ahurissant. Donc, on n'a plus l'éducation,
On a de moins en moins la santé. Alors si, quand tu es très malade, tu l'as quand même. La sécurité, les chiffres sont énormes. Il y a eu les derniers chiffres là qui sont toujours en augmentation. Mais ça augmente tout le temps. C'est un truc de fou. Et tu payes aussi cher. À un moment, les gens qui ont de l'argent, ils vont se dire, est-ce que ça vaut le coup? Tu vois, c'est comme un abonnement à Netflix, un pays. C'est si Netflix il passe à 30 € par mois, tu vas dire non, là à 30 € pour ce qu'il y a, ça vaut pas le coup. S'il est à 5 €, tu vois, 5 €, ça vaut le coup, on peut être 4 dessus, vas-y, je le prends. Mais la France, ça coûte tellement cher que tu dis mais l'abonnement il est trop élevé les gars là. Je vais aller ailleurs, il y aura peut-être pas les mêmes services et encore que faut voir. Mais par contre le prix que je paye, il est plus en adéquation avec ce qu'on m'offre. J'ai vu passer aussi un article récemment qui disait qu'on est sur un record d'expatriation en France. Ouais. La moitié des Français qui s'expatrient le font dans des pays qui sont limitrophes, c'est ça qu'on dit? Ouais. Espagne, Italie, Suisse, etc., etc. L'Espagne pour la qualité de vie c'est plus sympa, etc. Mais je pense que pour les impôts ça change rien. Et après on a des personnes un bon 20% aux États-Unis, Canada, États-Unis. Ouais. Ensuite on a des pays d'Asie à 8%. Ouais, quand même. Ouais, c'est pas mal. Et après, plein de petits trucs dont on fait partie, les îles, tout ça. Ouais. Île Maurice notamment. Est-ce que tu es parti à l'île Maurice pour payer moins d'impôts, Fabien? Petit coquin. Est-ce que je suis parti à l'île Maurice pour payer moins d'impôts? Ouais, je l'ai vu dans les commentaires de notre podcast. Évidemment que je suis parti à l'île Maurice pour payer moins d'impôts, mais pas uniquement. Ah, c'est exactement l'exemple que je viens de donner, c'est multifactoriel. Bien sûr. Si je devais vivre à l'île Maurice en payant le même niveau d'impôts en France, je ne sais pas si j'y serais. La question ne se pose pas, mais en fait, il faut bien savoir que quand on est dans un pays, on aime notre pays. On est dans l'équation, il y a il y a l'amour, donc ça joue. Et après, évidemment, quand l'amour, ça a aussi un prix. Donc tu vas pas non plus payer. Quand tu as la possibilité d'aller vivre ailleurs, de voir d'autres choses, et quand tu voyages quand même, et quand tu rentres en France, tu vois aussi la mentalité française qui commence à devenir un petit peu assez insupportable. Tu vois, il y a un tout général. Alors c'est un petit peu calmé là, selon moi, mais j'en ai déjà parlé dans des podcasts précédents. Mais quand on avait été au Costa Rica 4 mois, en plein Covid, en 2021, et qu'on est rentré en France, mais je me suis dit, mais ce pays, c'est plus possible. En fait, c'est un truc de fou. Et puis bon là, ça s'est calmé là. Post-Covid, on est en train de se calmer. On revient à des choses un peu plus normales. Correction passagère. C'est quelque chose qui me fait assez peur. Parce que le Covid, c'était gentillet. Ouais. Le jour où on passe sur un truc bien plus élevé, je suis pas sûr que la France, ça soit un endroit où il faille être. Je suis pas sûr que Maurice non plus. Exactement. Maurice non plus. Mais il y a sûrement d'autres endroits où aller. Oui. Donc c'est bien déjà de les connaître. Oui. Donc de voyager. Mais on a quand même une petite alerte chaude. Ouais, très chaude avec le Covid. Je pense qu'il faut être en Suède. Suède, ça peut aider. Amérique latine aussi, il y a des endroits qui peuvent aider. Oui, je pense que ça peut être pas mal. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui se trompent. Ils pensent qu'on bite sur la France. Je pense qu'on est des grands amoureux de la France. Moi, j'aime beaucoup la France. Ce matin, je me suis lavé en écoutant France Gall. J'ai eu un petit passement. J'ai un passement encore en écoutant Maman Si. J'avais envie de m'essuyer mes larmes avec un bon jambon beurre cornichon. Et la France te manque. La France me manque. Mais quelle France? Et celle qui n'existe plus. C'est ça. Alors on exagère quand même. On tire un peu le trait, mais en fait c'est pour répondre à la question est-ce qu'on a bougé juste pour les impôts. Faut vraiment être un gros teubé pour penser qu'on bouge uniquement pour les finances. Ça ferait bien longtemps que je serais revenu si c'était uniquement pour la question de l'argent. Ouais. Évidemment que la question de l'argent est centrale parce que je ne supporte pas être dépouillé de mes efforts pour les voir redistribuer pour une partie de gens qui la méritent parce qu'ils sont vraiment en difficulté ou voilà, et ça c'est cool, mais une partie de gogolito qui nous crache à la gueule, ça c'est hors de question. Ouais. Et pour en plus donner à n'importe qui se présente toc toc toc, donne-moi un peu d'argent. Ah OK, donc vous avez fait quoi? Vous voulez faire quoi? Non, rien, donne. OK, bon d'accord. Ouais. Ça marche pas comme ça dans la vraie vie, tu vois. Ici à Maurice, ça marche pas comme ça. Si tu veux venir, il faut que tu lâches des thunes, il faut que tu prouves que tu vas apporter de la valeur, ce qui est tout à fait normal partout ailleurs. Ouais. D'ailleurs. Ouais. Donc ça me saoule. Quand je vois la violence, on a parlé de violence d'insécurité, ça a fait x2 ou x3 depuis le début du mandat du président actuel. Je pense pas que ça dépende que de ce président, je pense que c'est un mouvement global, c'est pas... Je vais pas dire c'est la faute à Macron, etc. De toute façon, on fera pas de politique ici. Mais ça me tend à 1000 agressions par jour en France. 1000. Ouais, 1000. Mais en plus, celles qui sont déclarées. C'est-à-dire, les gens vont porter plainte à la police, etc. Donc, on est en mesure de penser que c'est le double ou le triple. Quand il y a eu les émeutes là récemment, voir tout cramé, tout ça, des drapeaux cramés, des mairies cramées, des maires qu'on a essayé d'assassiner, la police ou les pompiers même
qu'on agresse, des choses comme ça. Je ne peux pas concevoir ça. Et je peux pas concevoir ça aussi pour mes enfants également. Et puis après tout ce qu'on a vu sur un peu les nouvelles valeurs et tout, c'est vraiment ce cocktail-là packagé à l'argent qui me fait partir. Ouais. Mais on ne part pas pour l'argent. C'est impossible. Si on part pour l'argent, on va revenir tôt ou tard. Oui, Dubaï, il y a comme une petite histoire des gars, là, des jeunes qui partent, ils vont à Dubaï, 0% d'impôt, je crois. Ouais. Donc, trop bien et tout. Puis, au final, hop, ça rentre la queue entre les pattes à la maison chez maman. Hein. Exactement, il y a quelques allers-retours. Hein. Ouais, oui. tu peux pas, en fait. Alors, quand t'es jeune, bon, peut-être pourquoi pas. Mais quand t'as une vie de famille, tu pars pas pour l'argent. C'est faux, en fait. Il y a beaucoup de gens qui se trompent. C'est vraiment une méconnaissance de ce genre de choses-là. Ouais. C'est beaucoup plus simple pour un gauchiste primaire de se dire ils partent pour les impôts. Toujours. C'est beaucoup plus simple à comprendre que de se dire non, gars, en fait, c'est parce que dans ton pays, en fait, tu le rends pourri. Mais tu t'en rends pas compte parce que c'est à cause de toi qu'il est pourri. Oui. Tu vois, c'est ouf. C'est vrai. C'est quoi ton niveau de vie aujourd'hui à l'île Maurice? Ça te coûte combien de vivre à l'île Maurice, tiens? Je sais pas. Merci Fabien. Alors ça d'ailleurs c'est un point que je dois vraiment améliorer, c'est d'ailleurs être plus comme ma mère, c'est-à-dire faire attention aux dépenses. Parce que je pense que pour devenir riche, il faut faire attention à ce qui sort de ton porte-monnaie. C'est bien de faire rentrer de l'argent, mais il faut faire attention à ce qui sort, que ce soit pas dans des futilités. Oui. Je pense qu'aujourd'hui le niveau de vie il doit être au moins à 10-15 000 euros en mensuel. Moi, c'est pareil. Je pense qu'on est autour de 10 000 euros parce que entre le loyer, les dépenses, les courses, ici, c'est extrêmement cher de bien manger, faire les courses, etc. L'école des enfants, la CFE, la mutuelle et tous les aléas. Je pense qu'on est autour de ça. Donc, il faut quand même charbonner un minimum pour payer tous ces frais. Et après, il y a les frais d'entreprise et tout. Donc là, on est sur encore un autre level. Donc, il faut se lever tôt. Je pense qu'en frais fixe, on est déjà à 6-7 000 fixe. Ouais. Et encore, peut-être plus, je ne veux même pas tout compter. Et la vie ici est quand même assez chère. Hein. Oui, si tu veux vivre à l'européenne, entre guillemets, qualitativement, si tu veux aller un peu au restaurant, mais de bonne qualité, si tu veux aller à l'hôtel, si tu veux faire des courses bio, etc., on est sur un coût de la vie qui est plus élevé qu'en France. Ouais. Et les gens qui vont dire vous dépensez 10 ou 15 000 euros par mois, forcément ça amène à se dire attends, mais ils sont déconnectés. Mais en fait, absolument pas, parce qu'ici tu payes l'école, tu payes des loyers plus chers qu'en France. Tout ce qu'on payait pas avant en France, on le paye là aujourd'hui. C'est ça. Donc en fait, le niveau d'impôt baisse, mais le niveau de ce que tu dois mettre dans la santé, je crois que ça nous coûte 8 000 euros à l'année, la CFE plus une mutuelle pour 4. Les écoles privées pour 2, etc. Donc c'est normal qu'on ait ce prix-là. Les loyers ici, ils ont un peu augmenté. Donc si tu veux, nous on a nos bureaux et tout, il faut lâcher de l'argent. On n'est pas déconnecté. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui nous est donné gracieusement par la France aujourd'hui, il nous a été retiré justement, ce qui est normal. Et encore, on paye la CFE, donc c'est un contrat entre nous et eux. Donc c'est normal de payer plus de ce niveau de vie. Si on était en France, notre niveau de vie rebaisserait, je pense, au niveau des coûts. Et puis il y a aussi les billets d'avion quand on rentre. Oui. Nous, un aller-retour à chaque fois d'aller en France, on a calculé plus les locations de voitures. Alors, lancer un business de location de voitures, Sixt et tout, si vous voulez devenir millionnaire, c'est très bien. Quelle arnaque. La location de voitures. Et puis même pas des voitures de ouf, juste des trucs, ça coûte à 1500, 2000 balles pour 10 jours à chaque fois, 2 semaines. Ouais, c'est ça. Un aller-retour en France nous coûte en tout et pour tout à chaque fois qu'on reste entre 2 semaines et un mois 20 000 euros. C'est 20 000 balles à chaque fois. Ouais, exactement. Entre les billets d'avion, location de voiture, la nourriture, les sorties, 20 000. Ouais. Donc tu fais 2 allers-retours par an, 40, 3, 60. C'est ça. Exactement. Et tu vis pas non plus comme un... Et oui, tu vis pas comme un dingo, tu vas pas au Ritz tous les week-ends. Bah non, loin de là même. Non. Tu fais pas ça. Alors tu fais des soirées, tu fais des trucs sympas, comme nous on va à Disney, on a pris un petit appart dans Paris. 500 euros la nuit, quoi. Ouais, donc avant de partir en France, tu fais toujours un petit lancement de produit, tu fais un webinaire ou deux, tu prépares c'est ça. le budget. Et voilà, non mais c'est pareil. En fait, on est dans la tranche où on gagne certes bien notre vie, mais voilà, on n'a pas des structures d'investissement qui peuvent nous payer tout le rythme de vie. Notre rythme de vie dépend quand même encore de notre force de travail aujourd'hui. Ouais. J'espère que dans 5-10 ans, ce sera plus le cas.
parce que je commence à aujourd'hui voir que je suis plus fatigué qu'avant, que j'ai pas le même niveau d'énergie et disons-le, parfois, j'en ai juste ras le cul. J'ai envie d'être tranquille. Donc, quand je vois mes amis qui ont été un peu plus malins que moi avec l'investissement, tu vois, tu as des gens qui ont commencé, même après moi, dans ce business-là, qui aujourd'hui ont un bien meilleur revenu parce qu'ils ont investi intelligemment. Ils se sont formés sur les investissements. Et je pense que toi et moi, on s'est moins formés sur ce sujet-là. On va en parler dans un instant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est quand même encore dépendant de notre force de travail. Par contre, intelligemment, c'est-à-dire que par rapport à l'effort consenti et aux résultats générés, c'est souvent très, très positif. Là, tu vas faire un lancement, tu sais que tu vas gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros, probablement 50 000, voire plus. Moi, quand je travaille bien, que je fais des bons webinaires, c'est le même cas. Donc, on peut avoir entre 50 000 et 100 000 euros par mois qui tombent. Bon, il y a des frais, il y a les choses, etc. Mais on est encore dépendant de notre force de travail, ce qui m'amène à la question de l'investissement, mon cher Fabien. Quels ont été tes meilleurs investissements dans ta vie et tes pires investissements? Parce qu'on parle d'argent, autant savoir un petit peu comment tu t'en sors et comment je m'en sors aussi sur ce sujet-là. Ouais, meilleur investissement, c'est un truc bateau, ce que je veux dire, mais c'est en moi. Et c'est vrai, en fait. Non, mais je pense que si tu poses la question à 100% des Français, il n'y en a pas 30% qui vont se dire en moi. Hein. Non, c'est vrai. J'ai investi dans un Pinel. C'était bien. Oui, non, mais c'est ça, en fait. C'est ça. Hein. En fait, vu que j'ai fait école de commerce, en fait, quand tu sors, t'investis pas en toi, t'investis dans ton entreprise, toi, des biens. Et la première boîte, on l'a créée, on a investi dans l'entreprise, tu vois. On a investi dans le stock, tout ça, dans le site internet, vraiment investir là-dedans. Et on n'investissait pas en nous, tu vois. Alors, c'est un peu con, mais investir en nous, en fait, c'est juste faire des formations, payer pour aller dans des masterminds, pour être au contact d'autres personnes qui ont déjà fait ça. Et ça, c'est le meilleur investissement que j'ai fait, puisque je sais qu'aujourd'hui, peu importe ce qui m'arrive dans ma vie, je finirai pas à la rue, tu vois. On est proche de l'impossible, tu vois. Alors, faut jamais dire jamais, évidemment, mais on sait faire de l'argent. Même si mon business il est arrêté sur Internet, je sais pas, tu me laisses dans un endroit, je vais te trouver des trucs à vendre. Hein, on va pas rester à rien faire, à faire la manche, c'est mort, tu vois. Parce qu'on a compris comment fonctionne en fait le cerveau humain et en quoi on peut apporter de la valeur et aider les autres. Donc, et ça, c'est n'importe qui peut le faire. Tu vas dans un endroit, tu vas à l'île Maurice. L'île Maurice, quand je suis arrivé, je ne savais pas du tout dans quel endroit je viens. Quand on y vit, ça y est, on est connecté à l'ensemble. Mais quand tu arrives dans un nouvel endroit, tu regardes en fait comment vivent les gens, c'est quoi leurs besoins, est-ce qu'il y a des choses que tu maîtrises que eux ne maîtrisent pas. Il y a forcément quelque chose que nous on a, qu'on connaît, que d'autres personnes aimeraient avoir. Et en fait, il faut simplement l'identifier. Et donc, si tu as l'intelligence, je dis souvent en fait que moi, ce que je vends, c'est mon savoir. Donc, plus je sais de choses, plus je peux le vendre. Et plus je sais de choses qui est important pour les autres, plus je peux le vendre cher. Donc, investir en moi, avoir de plus en plus de connaissances, c'est le meilleur investissement d'une vie. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Moi, ça fait partie de mes meilleurs investissements aussi. J'ai lu pas mal de livres. Alors, ce qui est bien, c'est que ça coûte pas très cher les livres, donc business et tout. C'est vrai que je lis pas beaucoup de fiction, de choses comme ça. Je me suis mis à relire pour la première fois de la fiction avec Harry Potter, en lisant Harry Potter avec mon fils le soir. Et là, Tintin, c'est de la BD, c'est pas pareil. Mais qu'est-ce que c'est réac? Tintin. De quoi, Tintin? Ouais. Ah ouais, c'est l'ancienne. Tintin au Congo, hein. Je peux te dire qu'il est pas mal. Et franchement, là, je lis Tintin, les pharaons. C'est marrant, le français. Sapristi, sacre bleu. Ouais. C'est trop drôle, ce français. J'ai dit Tintin au Congo pour provoque, parce que je l'ai pas lu. Ça, c'est pharaons, là. Les pharaons, c'est ça? Les cigares et tout, là. Je me souviens un peu dessus, pour ceux qui lisent les Tintins, mais tout un petit commentaire. C'est très sympa. Et mon fils adore. C'est drôle. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que les livres c'est pas cher, c'est vraiment la meilleure façon de commencer, et que effectivement la formation, le coaching, ça a été pour moi aussi assez révélateur. Jusqu'à un certain point, à un moment donné, j'ai fait des investissements où j'ai trouvé ça un peu bullshit, où c'était un peu, hein? C'est comme tout, c'est comme quand on découvre un truc. Ouais. On se dit putain j'ai trouvé un truc et tout, donc là tu ponces le truc, et puis après tu te dis oui c'est bon, t'as capté, t'as évolué. Et après, tu as pu investir non plus des milliers et des cents. Il y a certaines formations et coaching que j'ai fait qui étaient un peu poussifs. Donc là, je me suis un petit peu calmé. Par contre, je suis le premier à investir en moi dans la boîte surtout. La boîte publicité ou des gens ou peu importe. Ça rapporte. Après, à titre personnel, mes meilleurs investissements c'était pas prévu comme étant des investissements au départ. Ce sont les montres. Ah ouais? Oui. Donc j'ai toujours aimé les montres et j'ai commencé à avoir ma petite Rolex à 24 ans, je crois, ou 25 ans, que j'ai acheté à l'époque 7 000 euros, que j'ai revendu
quand j'ai eu des petits trous d'air qui ont été comblés rapidement juste après. C'est con d'ailleurs, par un très très gros succès après entrepreneurial. Tant pis, je l'ai vendu 20 000 balles. Donc j'ai fait 13 000 euros de plus-value. En combien de temps? J'ai attendu un peu, donc ça a été moins de 10 ans, 7 ans, un truc comme ça. Ouais. Peut-être un peu, 7 ans. Et peut-être un peu plus. Peu importe. Et toutes les montres que j'ai achetées, elles ont pris en plus-value, que ce soit 20%, 30%, 100%, etc. C'était pas prévu, tant mieux. Donc là, j'ai un petit coffre aujourd'hui. Si je veux me séparer de certaines montres, je pense que je peux en revendre pour 50 000 euros, 60 000 euros. J'ai dépensé 3 fois moins pour ça. Donc voilà, pas mal. Ensuite, l'entreprise, moi, et c'est tout. Après, c'était vraiment des mauvais investissements de merde. On s'est lancé, toi et moi, dans l'aventure des NFT à la grande époque. Putain. Donc on a rendu les Autriches. On s'est approché. On s'est fait éclater. Hein. Entre la crypto et les NFT, je pense que j'ai perdu environ 100 000 euros. 100 000 ? Ouais, 100 000. Pas autant, je pense. Alors j'étais à un moment donné au fond du trou de la cuvette des chiottes avec, je crois, il me restait en valeur de Bitcoin. Donc j'ai 0,6 Bitcoin actuellement. Ça valait plus de 12 000 balles, plus quoi. Là, ça remontait à quasiment 30 000. Bon, ça a redescendu un peu. Enfin, peu importe. Donc potentiellement, je peux peut-être me refaire. Oui, mais t'as aussi des NFT. Oui, alors les NFT sont cramés à tout jamais. Là, c'est vraiment une perte sèche. Donc en fait, je compte sur mon 0,6 Bitcoin pour qu'il arrive à 100 000 euros et que je le revende et que je récupère 60 000 et voilà. Et j'aurais sauvé peut-être l'honneur, on verra ça. Et je suis en train d'investir dans l'immobilier en France avec, je pense, un bon coup dès le départ parce que je suis en train d'acheter dans un terrain dans un secteur très prisé où il y a rien, avec un emplacement premium qui n'existe pas. Voilà, face à la Fontainebleau, la Seine et tout, et un terrain à 250 000 euros avec une petite parcelle que j'ai rachetée en plus. Et aujourd'hui, avec la parcelle en plus collée et le terrain, en plus, je l'ai fait, il est constructible puisque j'ai obtenu un permis de construire. Je pense que, même pas que je pense, c'est par rapport au prix du marché, il vaut déjà entre 400 et 450 000 euros. Le terrain. Donc là, je suis déjà à une bonne petite plus-value de 200 000 euros. Je vais faire construire une maison d'archi dessus et je vais sortir ça à 1 million. Ouais. La maison d'archi va me coûter 500 000, donc 750 000, plus-value de 250, 300 000 euros, plus les loyers que je vais en tirer, parce que je vais forcément louer ça. Ouais. C'est le projet. Ouais. Ça me paraît pas mal. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que moi non plus, je suis pas très bon en investissement. En fait, c'est jamais un truc qui m'a plu, parce que ça demande beaucoup de temps, quand même. Et je me suis toujours dit, le temps que j'ai, je préfère le mettre dans mon business, parce que mon levier, il est bien plus puissant. Mais ça a une limite quand même, parce qu'après on se retrouve comme des cons à parler autour d'un micro, on se dit putain on a perdu 100 000 balles dans des NFT. Enfin moi, mais... Ouais. Comment tu comptes investir dans le futur? Comment je compte investir? Alors déjà, je mangeais avec un entrepreneur de Maurice il n'y a pas longtemps là. Il m'a fait une très très bonne remarque. Il me dit la France c'est bien quand tu es pauvre, quand tu es très pauvre ou pauvre, et quand tu es très riche. Mais pour nous, c'est vrai que on est dans des âges où en fait, il faut quand même mettre un maximum d'argent de côté pour pouvoir assurer notre avenir et vivre bien, quoi. Et donc là, en vivant en Maurice, forcément en payant moins d'impôts, il faut savoir que quand tu payes moins d'impôts, tu as aussi cette petite envie d'aller gagner plus d'argent. Oui, c'est vrai. C'est une réalité. Hein. Et d'ailleurs, ceux qui sont, par exemple, en micro-entreprise et qui arrivent au plafond, en fait, ils savent que s'ils passent de micro-entreprise à entreprise, ils vont se faire dépouiller. Donc, l'énergie, c'est quoi? C'est ne gagnons pas trop d'argent. Oui. Tu vois? Il y a un autre discours qui consiste à dire, notamment on le voit sur LinkedIn, parce que je trouve ça bullshit. C'est genre, ouais, regardez, je suis super fier. Là, on a payé 500 000 euros de taxes, de TVA, d'URSSAF et tout. Ça me rend super fier de voir que je contribue pour notre pays et tout. Et en fait, moi, aujourd'hui, en 2024, je peux pas m'empêcher avec toute l'actualité et l'état économique et sécuritaire de notre pays, de dire en fait non, t'es le putain de dindon de la farce. Bah oui. T'es vraiment le dindon de la farce. Parce que oui, si on avait été dans les années 60, 70, je serais dit bah c'est bien, ça fait grandir, là c'est top, ça paye tout le monde est content et c'est bien. Ouais. Aujourd'hui, tu te fais cracher à la gueule par une certaine catégorie de la population. Les autres n'ont pas pour objectif de travailler, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu vas sur TikTok, tu vas sur YouTube Shorts, t'as des gens, ils font des reels et ils t'expliquent moi je travaille pas, la France travaille pour moi, les Français travaillent pour moi. Il y a eu quelques scandales comme ça. Il y a une vraie culture, une vraie culture du non-travail, car on sait qu'on est payé suffisamment, qu'on est soutenu par les aides magiques. Ouais.
Les aides magiques ne viennent pas de l'État, elles viennent des travailleurs. Ouais. Et ils viennent pas des travailleurs de la classe sociale basse qui cotisent un petit peu avec leur prélèvement sur leur salaire. Ils viennent des entrepreneurs du milieu. Ouais. Parce que les entrepreneurs du haut, ils sont bourrés d'avocats et d'optimisation fiscale. J'allais dire fiscale, mais c'est la même chose. Donc c'est nous, en fait, les dindons. C'est ceux-là qui sont au milieu, entre 100 000 euros et 10 millions d'euros. Ouais, c'est là où il y a le volume. Dans le chiffre d'affaires. En fait, c'est ces gens-là qui font vivre le pays. Oui. Mais oui, évidemment, les très riches, ils ont des passe-droits avec les gouvernements. Oui, puis ils négocient. Hein. Quand il y a un contrôle fiscal, c'est bon. Venez prendre un café, c'est combien l'enveloppe, est-ce qu'on peut arrondir un peu, etc. Bon, ok. J'avais à l'école, quand j'étais à l'école, c'est un ancien directeur Auchan, je crois, ou vice-directeur, un truc haut placé, et il nous expliquait qu'il y a une entreprise dont j'ai oublié le nom, mais une grosse boîte française, qui en fait, pour payer moins d'impôts, c'était le ministre qui avait fait un calcul spécial. Tu vois. Attends, c'est un truc tout fou. Le ministre, en fait, fait un calcul spécial pour que la boîte paye moins d'impôts. Mais gars, il y a pas un truc qui cloche là. C'est ouf. C'est une démocratie. Ouais. C'est ça, non? Ouais. Et puis peut-être qu'à la fin, le ministre, il a été récompensé. Ah, oh. Mais on ne sait pas. Pas ça chez nous. Non, on pense pas évidemment. Pas de ce pas-là. Hein. Non, évidemment. Évidemment. Mais c'est bon. De toute façon, ces gens qui sont proches de l'argent, tout le monde veut de l'argent. Donc, ministre ou pas, gauchiste ou pas gauchiste, ouais. Les gens sont attirés par l'argent. Oui, on dit oui, l'argent, ça rend con, l'argent devient un connard. C'est Coluche qui disait, mais dans ce cas-là, pourquoi tout le monde veut devenir un con, un connard? Je sais plus c'est quoi la phrase précise, mais si c'est aussi horrible que ça, pourquoi tout le monde en veut? Ouais. Quand je bossais, quand j'étais jeune, j'ai bossé 6 mois, 1 an dans une banque. Et du coup, il y avait des histoires justement de conseillers qui, en fait, quand tu manipules toute la journée des billets, tu vois, moi j'étais au guichet et dans le coffre, il n'y a peut-être pas 200-300 000 euros. C'est-à-dire qu'en fait, tu sors des billets comme ça, c'est ouf. Il y a forcément, il y en a un petit peu, ça les titille. Donc il y en a qui se servaient. Et puis parfois, ça met du temps à être, tracé. Trouvé. Ouais. Il y a des histoires, il y en a plusieurs. Il y a des mecs au bout de 10 ans qui ont été retrouvés, qui faisaient en fait des virements de certains comptes de leurs clients. Tu vois, Toi, par exemple, tu as une mémé qui a du pognon, tu vois, qui a beaucoup de pognon, qui capte rien. Et tu peux te faire des petits virements comme ça. C'est l'histoire de Jean-Marie Bagné et L'Oréal. Comme elle s'appelle, Mamie Zinzin. C'est quoi son nom? C'est quoi déjà son nom, Mamie Zinzin? C'est ça. De Bettencourt. Ouais. Bettencourt. Il est très fort. Regardez le documentaire sur Netflix. Je n'ai pas vu encore. Mais c'est un truc de fou. Le mec, il a réussi. Alors, je vais utiliser le conditionnel. Il faut pas avoir de problème, on sait jamais. Ouais. Il aurait perçu des cadeaux, accrochez-vous bien, à hauteur de 1 milliard d'euros. C'est des beaux cadeaux. C'est-à-dire que le mec, c'est son anniversaire tous les jours, quand même. Ouais, c'est énorme. 1 milliard d'euros à Mamie Zinzin. Ouais. Il y a des gens, ils sont faits pour arnaquer, ils sont faits pour ça, quoi. Ouais. Parce que 1 milliard, ça fait quand même beaucoup. Ouais. C'est ouf. Non, mais c'est ouf. C'est incroyable. Donc, pas d'investissement prévu pour les mois ou les années à venir? Alors, si, en investissement, j'ai acheté une maison, on a acheté une maison il y a 7 ans. Parce qu'à l'époque, j'avais acheté une formation sur l'immobilier. D'ailleurs, une personne qui est devenue un ami après, qui s'appelle Michael Ferrari. Oui. Une formation qui s'appelle Esprit Riche. Je ne le connaissais pas encore. Et c'était 1500 balles la formation. Et moi, en 2016-2017, 1500 balles dans une formation, je vois, putain. T'as hésité avant d'appuyer sur valider. On laisse tomber. Il m'a fallu des jours pour me décider. La goutte de sueur. Tu vois. Et même ami me dit, t'as 1500 balles, t'es sûr? 1500 balles et tout, quoi. Et donc, j'ai suivi la formation en partie. Je n'aime pas suivre les formations comme ça, théoriques. Mais le fait d'avoir investi, déjà, je me suis dit, putain, il faut que je gagne de l'argent avec ça. Il faut que j'ai un retour sur investissement. Donc, j'ai capté qu'on pouvait acheter des immeubles, tout ça. Je me suis dit, vas-y, je veux faire des trucs d'immeubles. Et j'ai passé énormément de temps à regarder sur le Bon Coin et tout. Puis je voyais que ça me prenait du temps. Ça me saoulait. Et je me suis dit, après, je vais regarder sur Google Maps les maisons à vendre et voir où est-ce qu'il y a des gros terrains. Et me dire, je vais découper les terrains en deux pour pouvoir les revendre. Ça a été parti en mode investisseur. Là. Ouais, mais je pensais que j'étais le premier à avoir l'idée. Donc,
lol. Il n'existe plus aucun terrain comme ça. Et le terrain que j'ai acheté, donc c'est une maison avec un grand terrain. Et en fait, le terrain n'est pas en zone constructible. Mais si tu cherches un petit peu dans le PLU, dans le plan local d'urbanisme, c'est ce qu'on dit. Qui évolue régulièrement. Hein. Qui évolue. En fait, ce terrain est dans une zone où il doit devenir constructible en deuxième zone. Bref, il y a une première zone. Donc, il y a un grand champ à côté de chez nous qui doit être construit. Et après, ça sera le nôtre, ça. Et potentiellement... grosse plus-value potentielle. La maison nous est revenue en tout peut-être à 350. Là, je sais pas, si on devait la revendre en l'état avec le terrain, elle serait déjà à 1 million, 1,2 million. Excellent. Mais là, elle n'est pas vendable parce que le terrain n'est pas constructible. Ouais. Donc ça, c'est un projet long terme. Alors, je sais pas si c'est un bon investissement puisque je maîtrise pas toutes les données dans cet investissement. Parce qu'en fait, le terrain qui aurait dû être constructible à côté, en fait, il y a plein de gens qui veulent pas qu'il devienne constructible. Donc ça bloque et tout, donc ça prend du temps. Au pire, cette maison, je la garde, tu vois. Vous la louez là sur Airbnb en ce moment quand vous êtes à Maurice? On devrait la louer, mais on n'a pas mis suffisamment le focus. Parce que je crois qu'il y a quand même 1 500 € de loyer de crédit par mois. Ouais, donc il faudrait quand même le combler. Ça serait pas mal de mettre sur Airbnb. Là aussi, c'est pas l'Eldorado non plus. Non. C'est du taf. Ça reste de l'entrepreneuriat. Parce qu'on vend souvent l'idée, investir en immobilier et tout. Moi, je pense que le vrai revenu passif, c'est la bourse intelligemment, comme le font des mecs comme Théophile Hélier, comme Roman Payek et Maurice aussi, plus ou moins. C'est ces mecs-là qui ont capté bien le truc. Ouais. Ils vont aller investir dans le S&P 500 aux États-Unis, sur des ETF, etc. Et là, effectivement, tu vas avoir un retour sur investissement, je crois les intérêts de 5%, 5 à 10%, un truc comme ça, en fonction de là où tu investis bien. Et c'est vraiment passif, quoi. Tu te verses des dividendes. Alors attention aussi, pour ceux qui nous regardent, tu ne peux pas devenir riche avec la bourse. Non, tu augmentes ton niveau de richesse avec les apports que tu as via l'entrepreneuriat. Le premier vecteur, c'est l'entreneneuriat. L'immobilier, c'est de l'entrepreneuriat. Contrairement à ce qu'on pense. Parce qu'il faut chercher le bien, l'acquérir, transformer, créer de la valeur ajoutée. Avoir une stratégie de prix, de proposition sur le marché, etc. C'est de l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, moi, je me permets de partager mon objectif parce que j'aimerais bien, tu vois, j'approche de la quarantaine, j'aimerais bien, à mon début de quarantaine, peut-être un petit peu plus, on verra le temps que ça prend, d'avoir des revenus issus de l'immobilier et de, pourquoi pas, d'investissement à côté qui me rapportent 10-15 000 boules par mois pour pouvoir me dire ça me paye toutes mes dépenses perso et autres sans avoir besoin de toujours fournir un effort constant dans l'entrepreneuriat. En tout cas, une diversification de revenus, j'aimerais bien là-dessus. Honnêtement, je pense que c'est très ambitieux. Oui, c'est ambitieux, mais c'est en étant ambitieux qu'on fait des grandes choses. Non, parce que j'ai déjà été dans des séminaires IMO comme ça, et avec des mecs, tu vois, qui sont rompus au truc. Vraiment des mecs super forts. Et il y avait un coach, et il y avait une personne qui venait expliquer son contexte, combien il gagne et tout. Donc le mec en face, il connaît tout, quoi. Et il dit j'aimerais bien me verser en fait le salaire que j'ai aujourd'hui, donc avoir 3 000 €, tu vois, 3 000 € tous les mois, vraiment de cash flow après impôt, tout ça. Et je sais plus l'année qu'il lui a dit. Il a dit ça en 5 ans ça va être compliqué, tu vois. Ouais. Tu vois. Il faut bien comprendre un truc, c'est qu'aussi les gens j'ai fait des séminaires immobiliers comme ça aussi. Je vois un peu la clientèle, le type de gens. C'est des gens qui sont salariés, qui rêvent d'avoir des revenus passifs ou complémentaires, et donc qui n'ont pas le levier de l'entrepreneuriat. Oui. Ça me rappelle le coup de fil que j'ai eu hier avec ma banquière, qui est très sympa d'ailleurs. J'ai changé de conseillère bancaire. Je pensais que c'était une Josiane, pas du tout. C'est quelqu'un qui a un profil type assez entrepreneurial dans sa façon de faire. Elle a géré des pros pendant 20 ans. Elle a changé de ville juste à côté, donc là elle est tombée sur mon agence, et donc elle deal avec des entrepreneurs. Ça se sent, putain. Entre une conseillère qui reste avec des particuliers toute sa vie, comme j'ai eu avant, et une qui a deal avec des entrepreneurs, putain, c'est pas le même dynamisme. Elle comprend comment on fonctionne. Elle est marrante, elle me dit oui, mais j'ai besoin de mettre à jour votre dossier parce que c'est même plus votre bon numéro, j'ai que votre adresse de France et tout. En plus là, pour votre projet, il faut que j'étudie pour vous faire un crédit. Je dis non mais j'ai pas besoin de crédit, j'achète comptant. Ah, d'accord. Et parce que j'ai le levier d'entrepreneuriat. Elle dit oui, il est d'accord, il est différent lui, il va faire ça différemment. Parce que comme ça, ma plus-value elle est directe. J'achète, je suis libre de crédit, ça m'appartient, ma plus-value tout de suite sur le marché, je fais x2 quasiment avec le truc. Alors que les salariés, ils ont pas ce cash flow qu'ils peuvent amener. Et donc du coup eux ils sont sur un fantasme 3 000 € machin, etc. Donc en fait ils vont l'effort et le temps, ça va leur prendre beaucoup plus de temps, alors que nous on peut très bien faire un Webi, payer des dividendes imposés à 0% et apporter un apport pour un projet immobilier de 20 à 30 000 € très rapidement
rapidement, ou 50 000 euros assez rapidement, et justement se passer d'une partie du levier bancaire pour pouvoir rentrer tout de suite en culbute ou en valorisation. Ouais. C'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. Quand tu gagnes 2000 balles par mois ou 3000 balles par mois, c'est évident que ça va te prendre 10 ans de doubler ton salaire avec l'immobilier, ou peut-être un peu moins, mais de toute façon, tu as des encours et tout, donc c'est beaucoup moins facile. Alors que nous, au lieu de cramer comme des cons des NFT, tu le mets sur un vrai projet immobilier, et tout de suite, tu peux très rapidement... C'est très juste ce que tu dis, parce que toi, j'ai eu la croyance pendant un moment qu'avec l'immobilier, tu peux devenir riche. Mais c'est possible. Oui, mais c'est un projet long terme. T'en as extrêmement peu. En fait, les entrepreneurs qu'on va voir sur le web, qui ont beaucoup d'immobilier, c'est parce qu'ils ont aussi un business qui leur apporte énormément. Et bien sûr, mais c'est surtout un projet, on en parlait, je vois de qui tu parles, c'est surtout pour eux, c'est un projet patrimonial. C'est-à-dire qu'ils ne tirent quasiment aucun revenu de l'immobilier, et ils ont des encours, en fait, à la banque, et donc qui est important, mais qui vont être comblés par les loyers, mais ils sont à la limite. Puis comme ils ont un peu de déficit, je pense que fiscalement, ils sont à 0% d'impôt, ils créent un patrimoine. Par contre, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, ils sont millionnaires, comme disent les Américains, centimillionnaires, donc en dizaines ou en centaines, et ils transmettent le patrimoine. Comme ils sont très éduqués, très malins, ils ont tous des SCI, des SRL de famille, des holdings, ils payent zéro walou sur les transmissions, sur les bénéfices, etc. Ils font du déficit. Donc en fait, ils sont en train de créer un patrimoine latent extrêmement puissant qui est alimenté par l'entrepreneuriat. Voilà. Exactement. Pas le salaire chez... je sais pas où tu peux taffer, j'allais dire une connerie, je sais pas, chez L'Oréal, si c'est cadre, c'est bien. Ils ont des cadres qui investissent, mais effectivement, c'est pas tout de suite qu'ils gagnent de l'argent. Alors après, tu as les entrepreneurs de l'immobilier qui gagnent de l'argent parce qu'ils vont te faire de la découpe, ils vont te faire de l'achat-revente, ils vont te faire des dingueries, et c'est des entrepreneurs. Et là, oui, bien sûr, c'est pas du tout le reflet du salarié moyen qui va investir dans l'immobilier dans l'espoir de faire de l'argent tout de suite avec. Exactement. Voilà, j'ai fait mon expert immobilier, j'y connais pas grand-chose, mais je suis expert immobilier, j'achète un terrain. J'achète un terrain. Ouh J'en parlerai quand ce sera finalisé, vous allez voir, c'est sympa. J'avais une dernière question à te poser qui est, qu'est-ce que tu aimerais partager donc pour cet épisode spécial sur l'argent, les personnes qui en ont peut-être pas assez, qui voudraient peut-être qui veulent plus d'argent, vivre mieux, être plus heureux et ouais, une bonne question ça. En gros, comment avoir plus d'argent? Oui. Il y a deux éléments, c'est toujours le même truc bateau, mais investir en soi. Avoir plus de connaissances. C'est important d'avoir des connaissances sur le sujet. Donc, premier truc, lire des bouquins. Donc, des bouquins de débutants, Père riche, Père pauvre, tous les trucs d'entrepreneuriat que tout le monde a lu, tout le monde connaît. Alors, Robert Kiyosaki est très, très endetté. Ah ouais? Et il est très limite avec le fisc aux États-Unis en ce moment. Je crois qu'il a plus de 100 millions d'euros de dettes. Ah ouais? Ouais, il n'arrive plus trop à payer ses crédits, Roberto. Le cadran du cash flow a il a explosé le cadran. Ouais. Il a répondu, c'est pas grave, je me mettrai en faillite, ce sera le problème des banques, pas le bien. Ah ouais? Bon. Donc Roberto, sur la fin, je pense que, faites attention. Après, c'est pas mal, c'est quand il connaît rien. Oui. En fait, ça, le principe numéro 1, et même aujourd'hui, même quand on achète quelque chose, je me demande, est-ce que ça va me coûter de l'argent ou est-ce que ça peut potentiellement m'en rapporter? Exemple, on a été en Turquie au Mastermind, on rentre dans un petit magasin de tapis, le mec il est sympa, on discute, machin. Je me dis putain, j'ai pas envie qu'on sorte avec un tapis parce que c'est cher et tout. Et au final, on est ressorti avec un tapis, tu vois, à 2300 balles, je crois, un tapis afghan. Et le truc que je me suis dit, Amélie elle le voulait, elle le trouvait beau, tout ça. Je me suis dit, est-ce que ce tapis, en fait, il va me coûter 2300 € pour foutre 2300 € par terre chez moi et voir les enfants dessus en train de l'abîmer, tu vois? Ou est-ce que potentiellement ce truc vaut de l'argent? Et en fait, vu que c'est un tapis afghan qui a une certaine histoire, qui est cousu main, il est bien possible que dans 10 ans, si je veux le revendre, il vaille plus que 2300 €. Donc là, en fait, je suis prêt à payer. Je suis prêt à, entre guillemets, à investir. Autre chose qui avait fait aussi halluciner, Amélie, elle voulait une nouvelle bague. Elle avait une bague, on a été chez un joaillier dans le Marais à Paris, qui a fait une belle bague avec des diamants, trucs en or et tout. Ça vaut, ça vaut entre 3 et 5 000 €. Donc ça fait un peu cher pour avoir un petit bout de machin autour du doigt, tu vois. Et la question que je pose à la fille, c'est est-ce que cette bague peut prendre de la valeur, tu vois? Et là, elle me dit, mais qui êtes-vous? Ouais, c'est ça, c'est en gros, mais gars, en fait, normalement, c'est parce que t'aimes ta femme, tu vois. Espèce de connard. Tu vois, c'était vraiment ça, quoi.
Et en fait, elle m'a dit non, pas forcément, parce que après c'est de l'or, le poids, le diamant, tout ça. Donc bon, on l'a quand même pris. Mais je réfléchis toujours à me dire, en fait, est-ce que derrière il y a un investissement, tu vois, que ma femme elle soit contente d'avoir une bague à 3-5 000 euros, bon c'est cool, mais honnêtement c'est pas suffisant pour moi pour me dire vas-y je vais lui acheter une bague à 3-5 000 euros, tu vois. Ou par exemple quand on va chez Disney et que ça nous coûte une putain de couillasse parce que Disney tu vois, il nous éclate. Je sais que l'investissement qui est extrêmement cher, en fait on va passer un vrai bon moment en famille, ça soude les liens et c'est un investissement long terme. Mais n'est-ce pas un bel investissement de voir ta femme heureuse et comblée à tes côtés? Évidemment. Mais tu vois, par exemple, je me souviens quand je voyais des mecs qui avaient des Rolex, et je peux comprendre les gens qui regardent des vidéos, je me dis mais pourquoi les mecs ils mettent 5000 balles dans un truc qu'on voit à peine? Parce que moi j'ai même pas l'œil, moi je fais même pas gaffe que t'as des Rolex, parce que c'est pas du tout mon truc. Et je me dis mais il y a vraiment une sorte de vanité où les gens, tu sais, ils ont besoin de dire hey, j'ai de l'argent et tout. Et en fait non, comme tu le dis, en fait la Rolex, elle prend de la valeur. Oh, il y a un ensemble. Déjà, tu as un effet d'appartenance. Oui, tout à fait. Tout infopreneur qui se respecte, qui a fait des Weeby rentables, qui est parti s'expatrier à Dubaï ou je sais pas où, à sa petite Rolex, ça fait partie des codes. Moi, alors, je n'ai pas de Rolex. Oui. Mais en fait, vu que j'y connais rien, en fait, il faudrait que je te demande ou autre. Mais j'ai pas mis le focus. Ça peut changer. J'ai pas mis le focus là-dessus. Mais évidemment, tu vois, j'ai un pote, il me racontait, il a des plans pour acheter une marque suisse. La montre, je crois qu'il peut l'avoir à 20-25 000. Neuve, elle sort du magasin. Mais t'es sur des listings, je sais pas quoi. Ouais, Patek Philippe. Non, c'est une autre. Audemars Piguet. Ah non, mais et c'est-à-dire que la montre, elle sort du magasin, oui. Elle en vaut le double. Oui, tout à fait. Bah là, évidemment que les 25K, si j'ai les moyens de l'acheter, vite, prends mon argent, donne-moi cette montre, tu vois. Parce que là, tu peux avoir ta montre, t'es content, c'est stylé, et puis en plus, ta montre, elle a pris de la valeur. Ouais. Donc je trouve ça, tu vois, J'ai célébré quelques succès professionnels en allant m'acheter des montres et tout, et j'aime beaucoup ce cérémonial quand tu es chez l'horloger, que tu choisis ta montre, elle est disponible, ou il t'a appelé parce qu'elle est disponible, il t'ouvre le coffret, tu lui donnes ton poignet, ouais. Il te met bien, il te met la montre, t'es là, tu regardes, tu fais ta petite cérémonie, t'es content de toi. Oui, j'ai des côtés superficiels et j'adore ces moments. Ouais. J'adore ces moments. Je me dis, j'ai bien bossé. Je m'aime, je suis fier de moi. Ouais, t'es récompensé. Et je suis récompensé. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'autres moments où dans ma vie, je me dis, putain, mais qu'est-ce que j'ai encore foutu, putain, mais ça c'est nul, ça c'est machin, ça. Donc j'aime me poser, qu'on me propose un petit café ou une coupe de champagne, ça sent bon, tout est propre, on ouvre le truc, ça brille, ça coûte cher, ça fait plaisir. Voilà. Ouais. Franchement, mais tu sais, ça peut paraître futile. Mais la réalité, c'est que c'est humain, oui. Et que c'est l'appartenance à un groupe. Oui. Des mecs comme toi qui kiffent ça, qui mettent leur petite veste, qui ont leur truc, tu vois, ils ont pas leur ordinateur. Ces mecs-là, c'est pas un Microsoft en plastique, quoi. Non. Tu vois, ils ont pas un Hewlett Packard en plastique. Ils ont un Mac. Oui. Donc ça fait partie en fait du groupe social. Donc on aime être dans le groupe social qui nous correspond. Et tu vois, par exemple, le Mac, le jour où j'ai acheté un Mac pour la première fois, j'ai toujours dit mais c'est complètement débile d'aller acheter un truc qui vaut 3 fois le prix d'un Windows, tu vois. Et qui est moins performant en termes, tu sais, de carte graphique, tout ça. Oh, ça a changé maintenant. Oui, mais il a fallu 10-15 ans. Ça a changé, mais la première fois, c'était en 2018. Et là, je vais c'était au Mexique. Je l'ai acheté au Mexique, à Tulum, je crois. Et j'étais avec un pote qui, lui, avait bossé chez Apple. Il était à fond dedans et tout. Et quand il a sorti le truc, tu vois, le mec, en effet, pareil, il te prend l'ordinateur, il te le met devant toi, il te l'ouvre et tout. Et toi, tu le caresses. Là, quand tu commences à caresser ton ordinateur, tu vois, tu te dis, putain, c'est vachement stylé. Tu l'ouvres, tu bosses dessus. Et là, tu fais, ah ouais, plus jamais de la vie, je repars sur un Windows en plastique. Ah oui. Terminé. Mais bien sûr. Qu'est-ce que et d'ailleurs, ça, c'est un très bon investissement. Oui. Et tu vois, là aussi, c'est un manque de connaissances. Parce que quand tu achètes un Windows dégueulasse à 1000 balles, ton Windows, en 3-4 ans, il est mort. Ouais, la dépréciation est très, très rapide. Ouais, c'est poubelle. Forte. En fait, tu as vraiment perdu 1000 euros. Quand tu achètes un Mac à 3000 balles, 3-4 ans, il vaut encore peut-être 1000 euros. Ouais, plus que ça. Possible. Après, ça dépend dans l'état. Mais oui, ça dépend ce que tu as fait avec. Toi, par exemple, nous, un de nos ordis qui était à Amélie, un Mac qui devait pas coûter peut-être 2005-3000, on l'a donné à Arthur pour son anniversaire, tu vois. Donc en fait, lui, à son anniversaire, il se retrouve quand même avec un truc qui vaut 1000 balles, ouais. Mais l'ordi, il continue, tu vois, il vit. Donc c'est un investissement. Donc pour moi, le meilleur investissement que les gens doivent faire, c'est dans les connaissances, tu vois. Et surtout, attention, de ne pas rester bloqué sur leurs croyances. Quand ils voient des gens faire des trucs un peu bizarres, oui. Tu vois, qui leur sortent de l'ordinaire,
aller se demander pourquoi ces gens font ça. Tu vois, ces gens qui semblent avoir de l'argent, pourquoi ils font des trucs qui nous paraissent complètement cons. Il y a peut-être un intérêt. Exactement. Donc soyez gentils, indulgents avec nous dans les commentaires. Si vous ne comprenez pas, au lieu de nous insulter, demandez-nous pourquoi. Et moi, je finirai avec mon petit conseil maison qui est, je serai bref, simple, net et précis. Apprenez une seule compétence, celle de la vente, car qui sait vendre n'aura plus jamais de problème d'argent dans sa vie. Ouais, c'est vrai. Hein. C'est tout. Je me satisferai de ce conseil final. Alors, question qu'on me pose souvent, comment on fait pour apprendre à vendre ? Livres, formation, coaching, présence de mentors inspirants, si tu peux côtoyer quelqu'un qui est dans la vente, etc. Suivre nos formations. Ouais. Et même nos contenus gratuits. Hein. Oui, ou nos contenus gratuits, bien sûr. Parce que qui maîtrise la vente maîtrise son destin et n'aura plus jamais de problème d'argent. Tout à fait. Je suis convaincu. C'est une très belle conclusion à ce podcast. Oui, et je ferai appel aussi à toutes les belles âmes de nous mettre des belles petites notes sur les darons du bise. Oui. Alors, parce que je pense que ça vient plus de toi, le problème. C'est ce que j'allais dire. T'as traumatisé trop de Josiane dans ton podcast No Filter. Oui. Donc, il y en a qui n'ont pas supporté et qui viennent nous casser les bonbons sur les darons du bise. Alors, s'il vous plaît, vous réglez vos problèmes avec Fabien directement. Vous venez pas nous casser les bonbons avec notre podcast. Tu sais que donc là, au moment où on tourne, il y a 2 épisodes en ligne. Le premier cartonne. Oui. Le deuxième, il prend son petit rythme tranquillou. Oui. Mais le premier est très bon. Et en fait, j'ai mailé auprès de notre liste, toute notre liste. Et là, je sais quand je fais ça. Mais en fait, il y en a qui viennent cliquer. Ragé. Et sur le deuxième, j'ai pas envoyé à tout le monde. Parce que même si les plateformes disent que les notes, ça joue pas trop sur l'algorithme, bon, j'ai un peu du mal à croire que ça joue pas. Serions-nous complotistes ? Non le sait. À défaut, non le sait, laissez-nous s'il vous plaît un petit commentaire. Et même si vous n'êtes pas d'accord, alors plutôt laissez-le dans les commentaires YouTube si vous n'êtes pas d'accord, comme ça on peut débattre, ça augmente l'algo. Ouais. Si t'es pas d'accord, va pas nous laisser une sale note dégueulasse sur les trucs de podcast. S'il vous plaît, un petit 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça fait plaisir par là où ça passe. Et on vous fera des super podcasts pour continuer parce qu'on aime ça. Et puis, ça nous fait toujours plaisir. Merci Fabien. Merci à toi. Merci à tous et bisous. À bientôt.